J'ai réussi à faire 304 CA à l'année. C'est des gens qui Oui, cherchaient oui, en fait, c'est le vrai. Ils produit. cherchaient pas une alternative, ils cherchaient un produit. Toi, t'as ciblé les mots-clés du produit pour leur proposer une C'est ça, alternative, mais avec la Ouais. promesse du c'est ça. produit à la base. Ouais. L'affiliation, c'est sympa pour démarrer, c'est cool, hein. Mais tu peux, comment dire, te prendre un taquet. Et c'est ce qui m'est arrivé. C'est en 2014, au même moment où j'ai fait ma refonte vers WP Marmite. J'étais peut-être à presque 3000 visiteurs par jour. Je fais la refonte, alors je sais pas ce que j'ai foiré, mais je suis passé à 300 visiteurs par jour. Bienvenue dans ce podcast où nous allons découvrir aujourd'hui un profil très connu de l'écosystème WordPress et de l'écosystème NoCode, un site qui a aidé, je pense, des tas d'entre vous, si le sujet WordPress vous a intéressé. Nous allons découvrir son parcours. En ce moment, il est en plus en train de pivoter. Ça permet de voir justement les différentes expériences d'un entrepreneur qui, au fil de son parcours et en fait de son cheminement, voir les décisions qu'il prend et ce genre de choses. Je serai accompagné de Mathieu, que vous connaissez déjà sur la chaîne, mon associé de longue date. Salut Ariel. Bienvenue à toi, est-ce que tu peux te présenter? Salut Ariel, salut Mathieu et salut à tous. Moi c'est Alex Borto, donc fondateur de wpmarmite.com. Donc comme tu disais, un site qui a aidé plusieurs milliers de personnes, peut-être même dizaines de milliers, c'est sûr, à créer des sites WordPress, à les personnaliser, à bidouiller, à s'informer sur des thèmes, des plugins, etc. Enfin, on essaie de couvrir un petit peu tout le spectre de WordPress, en articles, en vidéo, etc. Donc voilà, en tout cas, ravi d'être là et de pouvoir partager mon expérience, mon parcours avec votre audience. Ravi d'être là aussi, on est vraiment ravi d'être là parce que moi du WordPress j'en fais vraiment beaucoup depuis très longtemps, depuis je pense 2011 vers là. Toi Mathieu, t'as fait un peu de WordPress aussi en plus en ce moment surtout. En ce moment, et mes premières expériences avec WordPress, ça doit remonter également à 2011-2012 environ. Donc Ok. ouais, WordPress un outil très utilisé. Donc on est vraiment très content parce que on va pouvoir avoir l'avis d'un expert sur le sujet. Euh, Avant un peu qu'on rentre dans le vif du sujet avec WordPress, j'aimerais bien savoir ce qui t'a poussé en fait à rentrer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours un peu, ton parcours scolaire, comment t'en es arrivé là aujourd'hui? Dis-nous un peu. Ok, eh ben, on peut partir du bac pour rester sur un truc assez basique. Moi, j'ai eu un bac S. Et puis comme beaucoup de garçons à cet âge-là, tu sais, tu veux devenir pilote d'avion. Donc tu sais, tu fais un bac S. Après, on te dit, ouais, il faut que tu aies un bac plus 2 pour voilà, attaquer l'armée. Alors, je sais même plus c'est quoi la branche, mais bref, il fallait un bac plus 2. Et puis bon, j'ai pris un truc un peu au hasard. Je faisais tu sais, des programmes sur ma calculatrice, donc je me suis dit allez, je vais faire un DUT informatique, tu vois. Je suis parti là-dessus. Et puis après, ouais, j'ai un peu eu le virus, si tu veux, bon, donc j'ai appris un peu à programmer, etc. Pendant 2 ans, j'ai appris des tas de trucs. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est vachement bien en fait. Puis bon, je pense pas que j'avais la condition physique pour pouvoir aller plus loin de côté pilote d'avion. Je suis resté dans cette filière-là. Et si tu veux, à la fin du DUT, je me suis dit, bon, j'ai pas envie d'aller bosser, je vais continuer les études, tu vois. Et donc, j'enchaîne avec une licence à la fac en informatique. Là, grosse galère, la fac, c'est pas pour moi. Donc là, après, je repique en licence pro. Et là, pareil, meilleure année. J'ai vraiment kiffé. J'ai fait du web. Là, c'est là que j'ai découvert WordPress, etc. Et donc, j'ai commencé à faire des petits projets ici et là. Et arrive la fin de l'année, le stage. Et bon, j'ai toujours pas envie d'aller bosser, c'est bizarre. Allez, si je continuais les études. Donc, j'enchaîne avec un master en informatique, pareil. Et là, au bout de 3 mois, je fais, là, ça va pas du tout. Là, c'est trop théorique, tu sais, en mode enseignant-chercheur qui ont pas vraiment envie d'enseigner. Donc, bref, qu'est-ce que je vais faire? Et puis, je me suis dit, voilà, j'ai lancé un blog en fait parce que pendant ce fameux stage de fin de licence, je devais faire 3 sites web pour une asso. Et voilà, je me suis lancé dans la galère. Ok, comment je fais? WordPress était là. Ok, il faut que je trouve un thème WordPress. C'est galère de trouver un thème pour avoir un design un peu différent, etc. Et donc je me suis dit, ça pourrait être sympa, un blog qui présente des sélections de thèmes WordPress pour les personnes comme moi qui sont en galère pour essayer de trouver un design intéressant, quoi. Donc en gros, mon boulot c'était un peu de faire de la curation de thèmes WordPress et j'ai passé des heures et des heures à faire ça. Et de fil en aiguille, je me suis dit, ok, faut faire connaître ce site-là. Il y a le SEO, faut se positionner sur telle requête, thème WordPress, business, photographe, etc. Enfin toutes les niches un peu qui pouvaient exister. Et puis de fil en aiguille, voilà, j'ai vendu mes services aussi
directement en freelance avec ce site-là. Et puis après, il y a l'affiliation qui est arrivée, et ça s'est développé petit à petit. Et puis donc ça, c'était en 2011 quand j'ai lancé le site. Et donc, au bout d'un moment, c'était beaucoup plus passionnant que les études en master. Donc, à la fin du premier semestre, c'était allez, ciao, je me sauve et j'essaie de voler de mes propres ailes. Sachant que voilà, moi j'ai découvert plein de trucs sur le tas parce que je viens pas d'une famille d'entrepreneurs, donc c'est pas vraiment évident pour moi. Mais bah voilà, 2011-2024, je suis toujours là, donc c'est que ça a pas trop mal fonctionné quoi. Et Voilà grosso ouais, modo le c'est parcours quoi. hyper intéressant. Hyper intéressant. Et donc, en fait, ça veut dire que pendant ton... Alors, donc 2011, c'était Master 1 ou Master 2, du coup, à ce moment-là? Master 1. Ok, donc Enfin, tu je rentres suis en pas allé au Master Master 2 1. là. Ah, t'es pas allé au Master 2. Tu sais vraiment en plein première année du Master, tu te rends compte que c'est assez théorique, ça ne va pas. C'était quoi comme Master, d'ailleurs? Comme, je veux Bah, dire, c'était un t'as le master nom exact? d'informatique. Hein, le terme, c'était TICOR à l'UTT donc à l'Université de Technologie de Troyes. Parce que moi, du coup, je suis Ok. en Champagne-Ardenne, Grand Est. Et donc ouais, TICOR, ça s'appelle. Alors, je saurais pas te dire ce que c'est, mais c'est technologie, l'information, de je sais pas trop quoi. Et Ok. Ouais, non, je donc en connais pas gros, il y non avait du plus, mais... réseau, il y avait des trucs comme ça, des trucs un peu perché, tu vois, pour moi. En tout cas, tu sais, je sortais d'une licence pro web où c'était vraiment concret, tu vois, tu faisais des trucs, tu voyais ce que tu faisais, tandis que là, tu repartais dans un niveau d'abstraction qui était, enfin, ça me passionnait pas du tout, quoi. Donc, Et ouais. ce master, vers quel type d'emploi il aurait pu te diriger si tu avais suivi le Bah des cursus gars ouais, il y a des gars qui, après tu pars, tu peux partir après dans plein de trucs, hein. En start-up, il y a des gars qui ont fini à EDF, tu vois, c'est assez large, quoi. Mais généralement grosse boîte, quoi, tu vois, grosse boîte ou start-up ou faire plein de trucs, quoi. et genre tu finis DSI quoi. C'est ça un peu Ouais, ou le but du parcours. DSI, ou ouais, c'est ça, ouais, ce genre de choses-là, ouais. D'accord. Tu finis un peu, je pense, consultant, parce que c'était pas... Est-ce que c'était Tu un peu peux, orienté code ou informatique générale, plutôt? ouais, c'était plus informatique générale. Enfin, moi, le truc qui m'a le plus traumatisé, c'était le réseau. Tu sais, tu devais calculer les trucs, les packages qui passent dans le truc. Alors, tu sais, la prof, elle te donnait même pas les formules et tu te merdais. Enfin, bref, c'était un peu trop pour moi, quoi. Après, c'est des vagues souvenirs que j'ai. Il y avait sûrement d'autres trucs qui étaient intéressants, tu vois, mais là, je pourrais pas vous dire. Ouais. Non, mais hyper intéressant et c'est alors c'est assez marrant parce que moi j'ai aussi arrêté en master 1. Ouais. J'ai eu une petite année de trou entre les deux. Moi j'ai fait une licence, enfin un bachelor plutôt parce que je suis dans une école spécialisée. Et après mon bachelor, alors initialement moi je m'étais dit j'aime pas les études. Pareil j'aimais beaucoup, moi j'aimais bien bidouiller, tester des trucs et je savais que je voulais aller vers l'informatique après le lycée. Donc je rentre au début dans un BTS, dans un DUT, pardon, DUT Info, parce que c'est ce que t'as fait du coup, DUT Ouais, Info. c'est ça. Au début. J'ai eu mon DUT Ouais. info, ouais, à Dijon, ouais. Et du coup au début je fais pareil, DUT Info, ça me plaît pas, au bout de 2 jours je m'en vais parce que c'est trop Oui, théorique. j'ai vu ça, ouais. Ouais. Et du coup J'ai bah tenu après 2 ans, ça va. BTS. Ah, t'as tenu les 2 ans, ça va. Bah, toi et Graphic vous avez tenu les 2 ans, moi pas trop. Et en fait ce qui est marrant c'est qu'en fait après bah du coup bah je rentre en école spécialisée. L'école elle devait durer 2 ans parce que moi je savais que en fait, j'étais très pratique. Donc un peu comme ce que tu dis, comme ce que tu as eu en licence pro. Moi, je m'étais dit, il faut que ce soit pratique, sinon je m'endors, je m'ennuie et je vais pas tenir. Donc je m'étais dit, je fais un bac plus 2 et fin de l'histoire et j'irai travailler. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, mon école, elle m'a un peu eu, puisque je rentre, ça devait être un bac plus 2. Je finis ma première année, on me dit, ah bah en fait non, si vous voulez le diplôme, c'est un bac plus 3 maintenant. Donc je suis obligé de faire un bac plus 3. Je D'accord. finis le bac plus 3. Et en fait, à la fin du Bac plus 3, je me dis, ah bah tiens, en fait, ça m'a plu, cette expérience-là, c'était très pratique, c'était trop bien. Je veux reprendre des études. Mais d'abord, je prends une année sabbatique, je vais en Angleterre, je fais un tas de choses, je fais du freelancing, bah justement, à fond du WordPress, à cette époque-là. Mais WordPress côté code. Donc, je développais Mhm. mes propres thèmes, je développais mes propres plugins, etc. Et en fait, du coup, en revenant de l'année sabbatique, je décide de rentrer en master, en me disant, bah tiens, en fait, c'était vraiment cool cette expérience à l'école, faut juste que je trouve la bonne école. Donc, je rentre en master, innovation en communication, il s'appelait le master. Donc quelque chose qui était censé justement un peu plus manager, mais dans la tech. Donc je m'étais dit que ça allait être un peu pratique, gestion de projet, ce genre de choses. Au final, au Mhm. bout de 3 semaines, tu vois, moi j'avais déjà commencé ma carrière de freelance avant. Je me dis, mais en fait, pourquoi je me prends la tête à faire tout ça? J'ai déjà des clients, ça tourne, il y a beaucoup de demandes sur WordPress. À l'époque, je faisais vraiment 80% de WordPress et 20% autre chose, tu vois. Donc, Ouais. je m'étais dit, bon, au final, j'ai lâché. Parce qu'un peu comme toi, mais en Master 1, pareil. Moi, j'ai lâché au bout de 3 semaines, je crois. Au bout de 3 semaines, je Ouais, me ouais. disais, mais j'apprends beaucoup plus à côté, en trouvant mes clients, en apprenant des choses.
je commençais à donner de la formation en WordPress dans des bootcamps, etc. Donc j'ai vite lâché quoi. Donc c'est très intéressant de voir les profils justement qui aussi pareil ont pas eu trop peur, parce que parfois il y a des gens qui ont peur de quitter les études, qui se disent ah mais là si je quitte le master j'ai plus rien, enfin j'ai la sécurité de l'emploi, etc. Qu'est-ce qui fait que toi t'as pas eu cette peur justement? Bah, en fait, je pense avec ce cheminement-là de lancer le blog, et puis tu sais, il y avait plein de gens qui partageaient sur Internet sur, bah voilà, vivez de votre blog, etc. Donc moi, j'étais assez inspiré par tout ça, et je me suis dit, bah dans tous les cas, tu vas être entrepreneur. Donc le master, tu l'es ou tu l'es pas, ça changera rien du tout. Autant que tu prennes du temps pour bosser ton projet plutôt que d'essayer de faire les deux en même temps et de faire les deux à moitié. Fonce. Et puis de toute façon, quand à cet âge-là, enfin t'es étudiant, t'as pas besoin de beaucoup de ressources, donc le peu que tu génères avec le site ou en vendant des services en freelancing, etc. Bah ça suffisait pour payer le loyer, etc. Donc voilà. Au final, j'étais assez tranquille et ça m'a donné le temps de bien charbonner, d'écrire, et puis de développer le site petit à petit, quoi. Et après, une autre chose aussi, c'est que moi, je t'ai dit que j'avais pas d'exemple d'entrepreneurs autour de moi. Ça, c'était pas vraiment vrai. Ça veut dire plus historiquement dans ma famille, mais après, à peu près en même temps, il y a ma mère qui est partie aux États-Unis avec mon beau-père. Ils se sont lancés. Mon beau-père est menuisier ébéniste et tout ça. Donc en gros, voilà. C'était la grosse aventure aussi. Toi, tu changes de pays. Et donc, alors moi, j'ai décidé de rester en France, mais du coup, c'est vrai que ça m'a un peu inspiré aussi, je pense, à me dire bah voilà, s'ils le font, voilà, moi je peux très bien me lancer à faire des petits trucs pour commencer, et puis et tu vois, je n'étais pas très très confiant de base, mais du coup brique par brique, si tu veux, la confiance est venue avec tes réussites. Tu gagnes en confiance. C'est comme quand tu fais de la muscu ou un sport ou n'importe quoi, tu gagnes en confiance en pratiquant, et donc c'est la même chose avec l'entrepreneuriat, quoi, en fait. C'est exactement ce que j'allais te demander, si t'avais eu même si tu n'avais pas d'entrepreneur dans ta famille ou d'exemple, etc., s'il y avait quelque chose en dehors de l'opportunité, justement, avec l'asso, le site de l'asso, etc., est-ce que il y a quelque chose qui t'a vraiment fait dire, OK, là, en fait, je peux me lancer vraiment dans l'entrepreneuriat, c'est possible. Donc, j'imagine qu'il y a eu ça, mais est-ce qu'il y a eu autre chose qui t'a Bah, ce aidé que enfin, les modèles entre guillemets que je pouvais avoir en ligne, en fait, de personnes qui avaient déjà fait le truc ou qui étaient en train de le faire, c'est que voilà, je me disais bah si lui il peut le faire, voilà, pourquoi pas moi, en fait. Et donc vraiment, j'avais aussi cette pression de me dire j'ai pas envie de devenir salarié, en fait. Je sais pas pourquoi j'avais cette fixette là, et j'avais vraiment pas envie, et du coup bah en fait c'était la seule échappatoire possible, quoi, de lancer ta boîte. Donc bah voilà, en fait, il y avait pas de plan B, en fait. C'est ça le truc, quoi. Pas de plan C'est B, donc marrant, t'es obligé de réussir, quoi. c'est marrant ce que tu dis parce que là en fait tu rentrerais plutôt dans la case de la personne qui fait de l'entrepreneuriat un peu par obligation, c'est-à-dire le il y a Je plein de suis pas raisons de faire de employable, l'entrepreneur. je peux être C'est ça, qu'entrepreneur, quoi. c'est ça exactement. Il y a plein de raisons d'être entrepreneur. Il y en a qui veulent de l'argent, il y en a qui veulent, qui supportent pas, par exemple, la hiérarchie, ce genre de trucs. Mais il y en a aussi qui juste ne peuvent pas être salariés ou qui ne veulent absolument pas être salariés. Et Ouais. je pense que c'est un peu ton profil. Pour le coup, en fait, j'ai jamais été salarié. Moi, j'ai juste fait, on va dire, bosser pendant les vacances, quoi. Tu vois, donc j'étais un peu une espèce de stagiaire, quoi, entre guillemets, quand même, pendant les vacances scolaires pour faire un peu d'argent, mais jamais eu de CDI, en fait. Donc et j'avais vraiment pas envie. Enfin, il y a aussi ce côté hiérarchique. Voilà, j'aime pas trop qu'on me dise quoi faire, etc. Ou surtout quand tu vois pas l'intérêt. Mais il y a un mélange de tout ça, quoi, d'inspiration, de liberté aussi, de pouvoir. Enfin, à l'époque, tu sais, c'était voilà, voyager avec votre, voilà, lancez-vous, Ouais, voyager, mais bossez de n'importe où. On l'a toujours aujourd'hui, ju- tu me diras, mais justement, je rebondis là-dessus parce que je trouve que tu as eu beaucoup de mérite parce que à cette époque-là, vers 2011-2012, moi j'avais beaucoup de mal à prendre au sérieux les gens qui parlaient de ça justement. Je me disais mais à chaque fois le mec il embellit un peu les choses ou il a quelque chose à me vendre derrière. Et j'avais du mal à comme aujourd'hui à me rendre compte vraiment de manière tangible. Ah ouais c'est vrai. On peut. Il y avait un peu tu vois ce doute de est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut réellement vivre uniquement avec ouais, Internet? Parce que autour de nous on avait personne qui vivait uniquement d'Internet. bah Donc c'est ça. moi j'étais un peu bloqué par ça, tu vois. Et donc tu as beaucoup de mérite d'y avoir cru euh, et d'avoir cru en toi et d'avoir cru aussi dans ces personnes qui t'ont inspiré. Ouais. Bah après, je sais pas. Bah, c'est vrai qu'il y avait, il y avait toujours l'aspect vendeur de rêve, hein, qu'on a encore aujourd'hui, hein, mais quelque part, il y a quand même un fond de vérité. Après, le but, c'est,
enfin, j'ai pas fait ça non plus pour devenir le mec qui vend des formations et t'apprendre à vendre des formations pour, pour vendre des Ouais, bien formations, sûr. quoi. Ouais. Mais du coup, voilà, l'idée c'était vraiment de partir sur une niche et essayer de développer mon truc là-dessus. Et comme j'aimais bien créer des sites, je me suis dit, bon, allez. Puis il y avait la problématique de voilà de recherche de thèmes parce que de base avant le VP Marmite ça s'appelait WP Theme Pro. Alors le nom est un peu éclaté au sol, mais bon c'est t'apprends le marketing et le branding au fur et à mesure. Mais du coup voilà de base c'était centré sur les thèmes WordPress et puis après j'ai fait la bascule en 2014 pour vraiment parler de tout l'écosystème et puis essayer de créer des contenus sur tout ça pour pareil prendre des positions. Voilà le SEO c'est aussi une grande histoire d'amour le SEO avec avec mon parcours. C'est ce que j'allais dire, là, en termes de compétences, au final. Alors, si on revient un peu, donc t'es en master, t'as un bon plan avec une asso. Comment t'as eu ce bon plan avec l'asso pour devoir faire le site pour eux? Comment ça s'est passé? Non, l'asso c'était en licence pro. Et donc Ok. ça c'était après, c'était de la mise en relation avec des gens de l'IUT qui connaissaient quelqu'un. C'était à la CGPME exactement, donc la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises. Je sais même pas si ça existe encore, sûrement. Mais euh, mais du coup, ouais, comment j'ai eu ce plan-là, ouais, du coup c'est venu comme ça. Et après voilà, 3 mois pour faire 3 sites quand t'as jamais fait ça. Donc un peu la pression. Ouais. Et puis Ouais. bon au final, tu sais, comme d'habitude, ils s'en sont jamais servis, mais ouais, c'est pas grave. C'est le classique. C'est le Voilà, c'est moment où tu ça. prends, t'as un peu de temps pour prendre le site, tu prends tes marques. Eux, en général, ils savent pas trop ce qu'ils veulent, puis tu livres un site et au final, le site il est jamais utilisé. Enfin, ouais, ça C'est arrive. ça. Mais au moins, tu fais tes premières armes et ça, c'est Mais plutôt c'est cool. ça, j'ai bidouillé tranquille pendant 3 mois, c'était parfait. Et du coup, donc, ok, donc t'as l'assaut. Grâce à ce que tu devais faire pour l'assaut, en fait, ça te donne l'idée de faire le site pour avoir, pour en fait agréger différentes ressources. Tu te mets à Mhm. faire un peu un blog slash un Ouais, annuaire au final de thèmes, euh, presque. Et ouais, c'était ok, plus ça blog. commence comme Ouais. ça. Ouais, plus vraiment Mm. plus blog où t'expliquais des choses et tout. Et donc, on commence avec cette activité de blogueur qui, au début, j'imagine, t'avais mis un peu de AdSense ou pas sur le blog dès le début Je ou pas trop? crois pas. Je crois pas. Non, après j'avais vu qu'il y avait quand même l'affiliation, donc je pense que je suis parti direct sur l'affiliation, si je dis pas de bêtises. Parce Dès le qu'il y avait début? aussi, ouais, je pense qu'il y avait aussi cette, entre guillemets, si t'as pas du gain, tu vois, d'arriver à vivre du projet, tu vois. Donc, tu sais, à l'époque, t'avais Theme Forest qui marchait bien. Donc, voilà, je présentais les thèmes de Theme Forest. Il y avait des boutiques indépendantes aussi. Donc, j'étais inscrit au programme d'affiliation. Et voilà, l'idée c'était de mettre en avant tout ça. Donc je testais et là du coup j'étais un peu en mode chat GPT où je pissais je pissais du texte pour dire ce thème-là est particulièrement intéressant pour les portfolios, les business en ligne, blablabla. Et tu vois, il y avait 20 thèmes comme ça et à chaque fois je devais changer un petit peu le texte pour que ça soit unique quoi. Et essayer d'après d'utiliser des adjectifs dans les titres, tu sais, pour que ça soit un peu putaclic et arriver à 20 thèmes WordPress impressionnants, enfin bref, ce genre de choses là quoi. Donc Ouais, le c'était classique. entre guillemets le copywriting, storytelling qui était un petit peu en train de se faire quoi. Ouais, c'est vraiment le classique en plus à cette époque-là. Je pense que c'était un peu moins saturé que maintenant. Maintenant, ça commence à être de plus en plus compliqué et surtout, c'est plus démocratisé. Je pense qu'à cette époque-là, Ouais, t'avais un peu moins de titres de ce genre, donc c'était les débuts un peu pour se démarquer, avoir des titres 20 thèmes impressionnants pour votre entreprise de c'est ça, ouais. jardinier, ce genre de choses. Ok, ouais, je vois très bien. Et ok, du coup, là, j'aimerais bien un peu refaire, parce que c'est hyper intéressant. T'as le même profil un peu que Graphic Art, qui est plus côté code, lui, avec son site de Mm. tuto, etc. Mais c'est un peu, vous avez un peu eu je dirais un parcours similaire dans la façon de choper vos premiers revenus, vos premiers clients. C'est que lui, c'est pareil, il a fait son blog pour faire des tutos, parce que en cours, il y a des choses qu'il apprenait pas en cours, il devait les apprendre tout seul et il se rendait compte qu'il n'y avait pas trop de tutos là-dessus, il s'est mis à en faire. Mm. Toi, au final, c'est un peu ça, tu cherchais des thèmes, tu galérais, tu t'es dit, tiens, je fais mon blog. Et donc, tu commences par le blog, tu mets de l'affiliation, ça commence à être rémunéré. D'autres clients, enfin, des gens commencent à te trouver par le blog aussi, et du coup à devenir client, sur de la Ouais, prestation de services de création de site WordPress. ouais, Et, et après ça, c'est quoi l'évolution après ça, justement? Donc, t'as l'affiliation, c'est un rapport des revenus. Donc, pour ceux qui voient pas ce que c'est que l'affiliation, c'est le fait de mettre en avant un produit avec un lien de parrainage, tout simplement en fait, sauf que c'est un but professionnel, et on est rémunéré si les gens prennent le fameux produit ou le service, tout simplement, avec une mm, commission. mm. Et donc t'as ça, t'as du coup de la prestation de service freelancing, développeur, enfin créateur de site WordPress, pas développeur, mais créateur de site Je faisais WordPress. aussi de la traduction de thèmes WordPress.
Ok, du Tu coup, sais, je c'est ça que bossais je voulais savoir. avec Poedit pour traduire les thèmes parce qu'ils étaient tous en anglais et donc en gros il y a des gens qui voulaient créer des sites français bien entendu et du coup il y avait des chaînes de caractères en anglais qui traînaient un petit peu ici et là. Donc j'avais des mini prestats de trad. Et ça, je trouvais ça cool parce que ça, bon, c'était pas à tarif très élevé, mais c'était cool parce qu'une fois que t'as fait la trad, tu vois, hop, c'est terminé, tu vois, t'as pas vraiment Ouais, à faire de maintenance sur le site, etc. Donc c'était un peu du one shot, donc ça c'était ouais. sympa. Et, mais oui, j'ai fait aussi quelques projets de site complets, quoi. Un Poédit, c'était un enfer. C'est la première fois que j'ai touché à Une grande Poédit, je me histoire suis dit, d'amour, ça, mais hein. oh, franchement, la première fois que j'ai touché à Poédit, je me suis dit, mais plus jamais ça, c'est fini, c'est au revoir. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc après, C'était, tu ah, écris vraiment, tes c'était. chaînes en caractère en français, alors dur dans le thème, tu vois. J'ai plus de Ah problème. ouais, en fait, à un moment donné, justement, ça me saoulait tellement que j'ai fait ça. J'ai dit, bah allez, on va partir, on va tout mettre en dur, parce que c'est relou vos histoires. Mais là, c'était vraiment un enfer, Poédit. Ok, et du coup, pendant très longtemps, tout ce que tu faisais en termes de génération de revenus, t'avais que ces choses-là, la Ouais. prestation de service et l'affiliation, ou est-ce que t'as mis en place d'autres choses, justement Non, c'est tout. Et après, l'idée, c'était de développer plus l'affiliation. Et puis, alors, je ne saurais pas te dire au bout de combien de temps, peut-être un an, je sais pas, peut-être plus. J'ai réussi à vivre que de l'affiliation, tu vois. Donc, Ok, parce que en même temps, tu vois, moi, ce qui me faisait kiffer, c'était de développer le site. C'était pas de bosser sur le site des autres, tu vois. ouais. À partir du moment où j'ai eu assez de revenus pour vivre, pour en vivre, je me suis dit, allez, fonce là-dessus. Comme ça, tu dédies tout ton temps dessus pour développer le truc. Je savais pas trop où j'allais, honnêtement, mais voilà, j'étais un peu au jour le jour pour développer le site, mais voilà quoi. J'ai voulu, le but c'était de continuer et de m'améliorer, puis de faire monter le compteur des revenus quoi. Et tu t'es pas lancé dans la formation à un moment donné? Ou je me Si, trompe? mais du coup c'était un petit peu plus tard. C'était parce que tu vois au bout d'un moment tu fais de l'affiliation puis tu vois, enfin tu fais toujours la même chose. Si tu veux, t'écris des articles, comme je te disais là, tu dois trouver des tournures en continu. Je sortais 2 articles de 2000 mots par semaine. Au bout d'un moment, tu vois, t'en as un peu marre quoi. Surtout quand tu racontes un peu la même chose. Donc c'est aussi pour ça que j'ai fait la bascule, je pense à un moment donné pour on va dire pour toucher plus tout l'écosystème, faire vraiment des tutoriels WordPress sur des plugins, etc. Mais un petit peu avant, ouais, effectivement, j'ai lancé une formation qui s'appelait Relooker son thème, qui en gros donnait les bases du code pour pouvoir personnaliser un thème WordPress quoi. Mais là du coup je partais vraiment de zéro parce que les gens qui me suivaient avaient aucune connaissance en HTML, CSS, donc là fallait vraiment en revenir sur tous les trucs, qu'est-ce qu'une balise, qu'est-ce qu'une classe et tout ça. Et après, seulement après, tu parles du PHP avec tu sais, tous les templates tags pour the content, the machin, pour pouvoir personnaliser un thème WordPress. Et donc voilà, ça m'a pris beaucoup de temps. Et puis du coup, j'ai lancé ce produit-là. J'ai dû faire 130 ventes au premier lancement. Et donc après, je débarque dans le monde du produit et donc du marketing produit où il faut que tu apprennes les lancements, les machins, les trucs, communiquer sur ton produit, continuer d'améliorer le produit. Donc un nouvel univers, en gros, c'est un peu ouvert à moi. Mais du coup, c'était quand même la suite logique parce que je pouvais pas continuer sur l'affiliation et l'affiliation c'est sympa pour démarrer, c'est cool, hein. Mais c'est vachement enfin tu peux comment dire te prendre un taquet et c'est ce qui m'est arrivé. C'est en 2014 au même moment où j'ai fait ma refonte vers WP Marmite. J'étais peut-être à presque 3000 visiteurs par jour. Je fais la refonte, alors je sais pas ce que j'ai foiré, mais je suis passé à 300 visiteurs par jour. Donc là, ça chauffait un peu. Et donc, heureusement, voilà, j'avais de l'argent de côté, etc. Mais j'ai pu faire le dos rond pendant 6, 8 mois, un truc comme ça, le temps que ça remonte. Mais j'ai réussi à remonter le truc. Alors, voilà, j'ai jamais su trop de quoi ça venait. Est-ce que j'avais fait trop d'articles similaires et c'était voilà comment dire, un peu vu comme du contenu dupliqué, ou est-ce que j'ai foiré ma refonte, des redirections et ça m'a mis un taquet, je sais pas trop. Donc il y a peut-être plusieurs raisons qui se sont combinées, j'en sais rien. Et, mais du coup voilà, ça m'a forcé justement à me réinventer, à me dire ok gars, si tu te bases que sur l'affiliation, t'es mort quoi, parce que si ça revient, donc en gros faut du produit et faut développer la marque aussi. Parce que quand tu as une bonne marque et que voilà, tu es reconnu, enfin, tu sais, on en parle souvent en référencement actuellement de voilà d'avoir une marque, etc. Mais ça fait des années en fait qu'on en parle. Et donc à l'époque, je suivais beaucoup un gars qui s'appelle toujours Pat Flynn. Je sais pas si ça vous parle les gars. Pat Flynn, Smart Massive Income. Et en Si, fait, moi lui je connais, ouais. m'a beaucoup inspiré. Et
c'est un gars qui avait vraiment la marque de son site à cœur et qui disait voilà, moi, ce que je fais, c'est pour développer ma marque. Je sors de ma zone de confort pour développer ma marque et j'ai essayé de suivre un petit peu ce qu'il faisait. Et du coup, là, c'était très inspirant de voir ce qu'il faisait et d'essayer d'adapter ça à ma sauce pour ce projet-là. Clairement, quand tu crées une marque, c'est beaucoup plus puissant que juste justement créer du contenu et d'être bien référencé, etc. Parce que moi, Mm. WP Marmite, ce qui fait que je retiens ce site plutôt que qu'un autre, je pense que c'est vraiment la marque, c'est l'ensemble. C'est que je suis tombé plusieurs fois dessus pour des raisons diverses et variées. Mais Mm. bah tu vois, il y avait un logo, même le nom WP Marmite, ça résonnait dans ma tête. Et les articles que j'avais lus, bah il me semblait en tout cas tu vois, il me restait plus en tête que d'autres. Alors que tu vois, il y a plein Ouais. de sites sur lesquels je suis allé pour du WordPress. Hein. Il y en a des tas dans ma vie depuis 2011, mais il y en a pas beaucoup que j'ai retenu. Tu vois, bah, en français, il y a WP Marmite, en anglais, il y a WP Engine, il y Mm. a, je sais plus comment il s'appelle. Il y a un autre truc américain où pareil, à chaque fois que je vois le nom, je me souviens d'eux parce qu'en fait, le peu d'articles que j'ai lus d'eux m'ont beaucoup plus marqué. Enfin, la marque a VP eu un Beginner meilleur peut-être, non? impact. Lequel? VP Beginner, Redis-moi. Beginner, WP Beginner, ouais, carrément, il y ouais. a eux, mais c'est pas eux, non, c'est un autre, c'est un hébergeur. C'est un hébergeur, je crois que le logo il est violet. T'as Euh, Kinsta, je sais, Hostinger, Kinsta. Non, c'est ok. Kinsta, voilà. Kinsta. Tu vois, pareil, Kinsta, en fait, pas que sur WordPress d'ailleurs, Kinsta, sur tellement de choses, je suis tombé sur eux et à chaque fois, il y a un truc où le logo, les couleurs, tu vois, il y a un truc qui fait que je me souviens d'eux, tu vois. Et donc, même parfois, je vais avoir tendance, quand je cherche les résultats, à vouloir prendre le résultat Kinsta, même si c'est pas le premier dans la liste. Et donc, c'est Ouais. vrai que c'est important d'avoir une marque parce que quand les gens s'identifient, les gens, ils ont confiance, au bout d'un moment, ça crée de la confiance et tu cliques sur les liens, même quand tu vois il y a 3 liens au-dessus d'eux, tu dis bah attends je vais quand même voir Kinsta, j'ai l'habitude d'aller chez eux, Ouais, parce etc. que t'as eu des expériences positives dans le passé et que tu as été, t'as trouvé des solutions à tes problèmes avec ces contenus-là. Donc, ouais, c'est clair. Puis nous, en tout cas, ce qu'on essayait de faire, c'était vraiment d'apporter une vraie identité, si tu veux, au contenu qu'on sortait. Et voilà, je pense que ça vient de ma personnalité. C'est toujours une petite touche d'humour, etc. Sortir un petit truc plutôt que de dire, tu sais, faire un peu le geek. Oui, alors bonjour. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre. Enfin, tu vois, essayer de trouver déjà avoir une intro qui accroche. Alors, c'est sûr que t'as pas la réponse tout de suite par rapport à ta problématique, mais en tout cas, tu essayes d'emmener le lecteur dans quelque chose et tu lui fais faire un déroulé et après, du coup, lui, bah, une fois qu'il a eu la solution à son problème, bah, il a passé un bon moment, tu vois. Donc, en fait, c'est le côté euh, infotainment, entre guillemets, tu vois, même si c'est que du texte, t'essayes de divertir en même temps que tu transmets des choses, quoi. Ça, c'est vraiment un truc qui nous, enfin, que j'essaye vraiment de transmettre et même de conserver maintenant que j'ai délégué la rédaction. Mais voilà, toujours des petites blagues, des trucs comme ça par rapport au sujet, voilà, pour marquer les esprits entre guillemets quoi. Même si c'est des petits trucs répétés sur plusieurs articles, bah ça crée un truc et puis après ça crée un attachement comme tu disais, une confiance. Ouais, clairement. Et là, tu t'as dit nous, mais depuis le début de ton histoire, on est d'accord que t'as commencé tout seul, t'as commencé Ouais, solo, t'étais en mode indie hacker même, on pourrait dire, c'est ça. solopreneur, infopreneur slash solopreneur. Et qu'est-ce qui aujourd'hui là t'es toujours tout seul. Enfin là tu parles de délégation, mais pour moi c'est d'ailleurs c'est une question intéressante. J'aimerais bien savoir ce que toi t'en penses Mathieu, mais souvent on dit il y a souvent des débats sur Twitter. Moi j'ai déjà vu des débats de gens pas que sur Twitter d'ailleurs qui disent ah oui solopreneur ça veut dire vraiment vraiment tout seul sans rien faire. Alors que pour moi personnellement, du coup j'aimerais bien avoir votre avis. Pour moi solopreneur ça veut juste dire que au sein du business t'es tout seul, que t'as pas d'employé. Le mot clé pour moi c'est ça, c'est t'as pas d'employé, mais tu peux avoir plein de prestataires. Juste t'as pas d'employé parce qu'en fait si t'as un employé, bah t'as quelqu'un de très récurrent avec toi. Il y a tout un système un peu. Pour moi, dès que t'as un employé, ça devient une nouvelle, vraiment une boîte presque entre guillemets. Alors que quand t'es tout seul, ça reste toujours très proche du self-employment quoi. Voilà, c'est ça, c'est du self-employment. Je vais pas dire freelance parce que freelance c'est vraiment précis comme terme, mais Ouais, de la presta, ouais. tu vois là t'es employé, je sais plus comment on dit ça en français, mais ouais t'es auto-employé, auto-entrepreneur entre guillemets. Euh, pour moi c'est ça, c'est en fait même si tu délègues, tu vois, comme la délégation elle est que de temps en temps ou sur des choses très précises, t'as pas quelqu'un full time qui bosse avec toi, bah pour moi ça reste du soloprenariat. Vous en pensez quoi un peu? Bah, je suis tout à fait d'accord avec ta vision des choses parce qu'en fait, si tu raisonnes, enfin, si on pousse le raisonnement des gens qui considèrent que solopreneur c'est vraiment être tout seul,
partir de là, il faudrait que tu aies assemblé aussi ton ordinateur toi-même, que tu aies créé ta connexion fibre toi-même. Enfin, et on en remonte en fait. Il faut que tu aies inventé le feu, quoi. Tu vois. Enfin, ça va trop loin. Finalement, quand tu es solopreneur et que tu fais appel à un prestat, finalement, t'achètes une prestation au même titre que t'achètes un ordinateur ou t'achètes un abonnement à ta connexion Internet. Donc, je suis tout à fait aligné avec toi. Pour moi, la différence entre un solopreneur et un vrai chef d'entreprise, entre guillemets, c'est le fait d'avoir un salarié, euh, voilà, directement dans ta boîte, dans ta structure. Mais tu peux être solopreneur et avoir 40 prestataires. Pour moi, tu restes un solopreneur. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Alex? Bah, moi, du coup, j'ai été solopreneur pendant longtemps, mais depuis 2020, j'ai commencé à embaucher, du coup. Et donc là, aujourd'hui, j'ai une salariée qui m'aide bah, beaucoup sur l'aspect contenu, planning, édito. Parce que moi, de base, je suis pas un gars qui est très organisé. Je suis plus en mode YOLO, quoi. Mais du coup, elle structure bien le truc. Planning, édito, Alex, faut qu'on fasse ci, faut qu'on fasse ça, tic, tac, tac. Et comme ça, voilà. Alors, c'est pas évident, mais ça n'a pas été évident de trouver la bonne personne. Mais du coup, voilà, ça fonctionne très bien. Et du coup, c'est vrai il y a donc Aurore qui est responsable des contenus. Et puis après, effectivement, j'ai des prestats qui interviennent plus ou moins régulièrement sur le BP Marmite, en rédaction de contenu, en montage vidéo, en développement web. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quelqu'un qui m'aide aussi sur tout ce qui est l'aspect compta, etc. Support. Voilà, j'ai toute une équipe un peu qui gravite autour de WP Marmite. Mais du coup, il y a quand même moi et Aurore qui sommes à temps plein sur le projet quand même. Et est-ce que, avant que tu aies justement bah, Aurore, la salariée, tu avais tous ces prestats, est-ce que pour toi, tu te considérais encore comme solopreneur, justement, ou tu te disais, ah bah non, maintenant j'ai atteint un nombre de prestats peut-être trop grand et je considère que je suis plus solopreneur? Après, je bossais aussi avec pas mal de prestats au forfait en fait. Donc au final, c'était assez régulier. Toi, pour tout ce qui est support, rédaction, etc. Euh, on bossait vraiment régulièrement ensemble. Donc ils faisaient partie de la famille, tu vois. Donc c'était pas vraiment des salariés en tant que tels, parce que voilà, ils avaient pas de contrat de travail, mais voilà, c'était des prestats, on va dire récurrents. Et donc voilà, c'était tout comme quoi, on va dire. Mais c'est vrai que le fait d'avoir des salariés, après c'était différent parce que c'est pas le même statut. Eux ils sont là 35 heures par semaine. Il faut que tu arrives à les faire cohabiter avec des personnes qui bah, n'ont pas le même statut. Et c'est pas vraiment évident en fait de trouver le parce que du coup c'est pas la même relation. T'échanges plus avec tes salariés qu'avec tes freelances et tu vois tu vas pas donner des ordres à tes freelances. Tu vois donc faut que eux calent leur truc dans leur agenda quand tu as des tâches à leur donner. Donc là, on a réussi à trouver un bon équilibre, mais voilà, je sais pas après si, enfin, je pense que je serai amené sûrement à réembaucher plus tard, mais l'équilibre est bien, mais j'imagine après, à chaque fois que tu ramènes une nouvelle personne, ça crée un nouvel, enfin, faudra trouver un nouvel équilibre, quoi. Donc, c'est pas évident non plus de ce côté-là, et aussi d'avoir une correspondance avec bah, les valeurs de la boîte, etc. Enfin, c'est pas, tandis que quand tu as un prestat, bon, généralement, c'est important aussi d'avoir des gens qui sont en ligne avec toi, mais quand t'as juste une presta à faire et que c'est du one shot, tu t'en moques un petit peu de tout ça, quoi. Mais il y a l'aspect C'est culture clair, ouais. qui est super important, quoi. Et la culture d'entreprise, c'est hyper important, et même il y a la gestion de l'humain. Pour moi, la grosse différence entre avoir des salariés et avoir des prestats, c'est ça, c'est gérer l'humain, parce que des prestats, que t'en aies un ou même que t'en aies 20 autour de ta boîte, euh, c'est comme ça reste que des prestats, la relation est quand même pas la même. Même si tu peux en avoir qui sont très proches, avec qui t'as une hyper bonne relation, t'es potes Mhm. avec eux, ce que tu veux, tu vois. Moi, j'ai bossé pour des startups à Station F, j'ai déjà des clients qui m'ont amené en vacances, avec qui je suis parti au Japon, mais je restais un prestat entre guillemets, tu vois. C'était pas comme si j'étais vraiment salarié. Il y avait quand même des libertés que moi je pouvais avoir, que les salariés pouvaient Mhm. pas avoir, tu vois, ce genre de choses. On arrivait à garder une certaine distance dans la relation, et c'est vrai que c'est un peu différent ça. Pour moi, c'est vrai que je considère qu'on est plus solopreneur dès que on a quelqu'un vraiment à temps plein. Mais quand je dis à temps plein, c'est quelqu'un qui travaille que pour toi, du coup. Tu vois. Même si j'ai un Ouais. prestat, mais que je prends au forfait, tu vois, tous les mois, qui fait des choses récurrentes. Bah, d'ailleurs, j'en ai chez Teacheasy, par exemple, qui font des prestats tous les mois, en SEO, en ce que tu veux. Bah, comme ils bossent pour d'autres clients, bah, pour moi, ils sont pas à temps plein chez moi. C'est juste qu'ils sont récurrents chez moi, mais ils sont pas à temps plein. Et Exactement. si chez Teacheasy, j'avais pas d'associé, pas d'employé, je me considérais toujours solopreneur. Mais c'est vrai que, alors moi, je suis comme toi. Moi, je suis un peu à l'arrache, etc. Pendant très longtemps, le freelancing, ça m'allait très bien parce que j'avais de compte à rendre à personne, j'étais tout seul. J'ai jamais pris de stagiaire. Pourtant, je faisais quasiment que du forfait en freelancing. J'ai fait beaucoup de Ouais. régie, mais la majorité de ma vie, c'était du forfait. Donc, j'aurais pu avoir des stagiaires, des machins. Mais gérer de l'humain, en fait, gérer des gens,
déjà que j'arrive pas à me gérer moi-même. Alors si je dois gérer des gens, c'est compliqué. En plus, j'ai un rythme de vie chaotique qui fait que, en fait, si t'as pas le bon employé à qui t'as insufflé de la bonne culture et qui arrive à se gérer, qui est un peu autonome, c'est compliqué. Parce que moi, j'ai tendance à être très flexible en disant aux gens, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez être en remote, machin. Mais en fait, si tu tombes pas sur les bonnes personnes, t'as des gens qui abusent de ça et qui, Ouais. bossent pas, qui prennent des arrêts maladie C'est un caractère hein, inventés, de bosser enfin en autonomie, enfin, comment Ouais, dire, en remote effectivement, c'est un caractère et c'est pas donné à tout le monde quoi. Parce que c'est sûr, si la personne, toi tu penses qu'elle bosse et qu'elle est en train de jouer à Call of Duty, ça va pas le faire quoi. c'est ça. Et en fait, du coup, c'est compliqué moi, comme je savais que je suis plus comme ça, c'est compliqué de monter l'équipe et de gérer un humain comme ça, si toi, en fait, déjà de base, t'es pas comme ça. Et c'est Ouais, vrai que sur les projets, sur une majorité de projets, j'ai toujours été que en associé, mais jamais avec des employés. Et sur Teach Easy, on a des employés, etc., mais uniquement parce que j'ai un associé qui, je sais, peut gérer ça, tu vois. Par exemple, mm, Mathieu, avec qui j'ai fait d'autres projets, bon, on n'a pas d'employés. Déjà parce qu'on n'a pas de projet aussi à l'échelle que j'ai comme Teach Easy, mais indépendamment de l'échelle, c'est aussi parce que je pense que Mathieu est un peu comme moi, sur la partie gérer des gens, etc. Euh, c'est vrai que gérer des gens, c'est un autre step dans la création d'une boîte, quoi. Et même dans ce que tu as envie de faire dans la vie, en fait, tout simplement. ouais, c'est ça. Non mais c'est pas évident effectivement. Enfin, et puis après, enfin, je sais pas Mathieu, mais enfin, moi j'ai pas eu cette formation où j'ai appris le management, et j'ai appris tout ça, tu vois. Donc bon, je le fais comme ça vient, tu vois. Mais du coup, il y a des trucs qui tombent sur le coin de nez. Des fois, tu te dis, ah, c'est quoi cette réglementation, c'est quoi ce truc? Donc tu vas après, tu sais, Bah, tu vas voir un avocat, tu apprends quoi. Ton métier d'entrepreneur et de chef d'entreprise. Mais oui, et comme tu dis, il faut vraiment tomber sur les bonnes personnes parce que, alors moi, du coup, je voyage pas autant que toi, mais tu vois, j'ai deux enfants, donc c'est 7 et 2 ans. Donc, des fois, c'est chaotique. En plein milieu de la journée, il faut que je me barre parce qu'il y a tel truc, tel truc. Il y a la routine du soir qui commence à 17h30. Donc, voilà, après, moi, je m'en mets à bosser un peu après, tu vois, à 21h, 21h30, tu vois. Bon, surtout en ce moment, parce que là, je suis en train de plus de charbonner. Mais généralement, voilà, après, je lâche et puis généralement de 17h30 et après, je reprends le lendemain matin vers 9h, tu vois. Donc, ça n'a pas des grosses journées. Mais en gros, il faut meubler, faut caser ton temps dans les trous, quoi. Tu t'adaptes un petit peu au rythme de la famille. Donc, donc ça, du coup, ma salariée, tu vois, elle le voit aussi. Donc, c'est pour ça aussi que je suis flexible, tu vois, dès qu'elle me dit je peux prendre une journée là, enfin tu vois, je vais pas la faire chier à lui dire non ou pour ses heures, tu vois, elle commence à l'heure qu'elle veut, tant qu'elle fait ses 35 heures dans la semaine, c'est tout bon quoi. Ou alors même si il y a un problème, etc., elle fait que je sais pas 30 heures ou 32 heures, elle fait 2 heures de plus la semaine d'après et puis voilà, on retombe sur nos pattes quand on est enfin on bosse en bonne intelligence quoi. Donc après ça c'est un fonctionnement que tu peux avoir, je pense, quand t'es pas beaucoup. Si t'as 20 personnes, je sais pas. Bon, je sais pas si j'en serai là un jour, mais si t'as 20 personnes, est-ce que c'est jouable comme ça? J'en sais rien. Donc, à voir. Je pense que ça dépend beaucoup comme je te disais tout à l'heure, ça dépend beaucoup de la culture d'entreprise. Ouais. C'est clair que j'ai bossé dans différentes boîtes de différentes tailles, et il y a clairement des boîtes où pour le même nombre, tu sentais que c'était pas géré du tout de la même manière et que ça a pas les mêmes impacts, quoi. Tu vois, j'ai l'impression que ce qui marche bien, j'ai bossé dans une boîte une fois où il y avait genre 120 employés. Et c'est une des rares boîtes de cette taille où j'ai bossé, où j'ai l'impression que, enfin, entre guillemets, tous les employés étaient contents, entre guillemets. Et en fait, j'ai l'impression que ça a bien marché parce qu'ils ont segmenté ça par pôle. Et dans chaque pôle, t'avais presque un CEO de ce pôle. Et en Ouais. gros, chaque pôle était très très indépendant les uns des autres. Bien sûr, ça dépend aussi des business, de comment tu crées ton business et tout. Mais comme chaque pôle est indépendant, ça fait que le management est aussi très indépendant les uns des autres. Et donc, t'as pas tu peux bosser en bonne intelligence parce que même si la boîte a au total beaucoup d'employés, c'est tellement restreint en termes de management par petit groupe de gens que c'est Mhm. plus facile à gérer. Et eux, Ok. ils avaient ce truc un peu où tu sens qu'il y a un bien-être au travail, tu sens qu'il y a moins de débordement, parce que la responsabilité, elle est à ce fameux CEO de pôle presque, entre guillemets, tu vois. Et je pense que quand tu gères ça comme ça, ça doit, comme je dis, ça doit dépendre des business aussi, parce que tu peux potentiellement pas le faire pour tout type de business. Mais pour les business où tu arrives à le faire un peu comme ça marche bien, quoi. Tu crées des mini-communautés au sein de la grosse communauté, et du coup, ça marche, tu vois. Un peu Mhm, comme les cantons suisses, on va dire ça comme ça. mhm. Et ok, donc hyper intéressant. Et
Qu'est-ce qui fait que, alors tu vois, tous les trois, on est entrepreneurs depuis très longtemps. Mathieu, pareil, depuis 2015. Toi, depuis 2011. Moi, depuis 2013. Et qu'est-ce qui fait que t'as jamais lâché? Moi, c'est une question que j'aime bien poser aux entrepreneurs. Qu'est-ce qui fait qu'à aucun moment tu t'es dit, non, il y en a marre, je retourne dans le salariat. Qu'est-ce qui fait que t'as continué? Bah, comment dire? Bah, il y a cette, comment dire, cette, je sais pas si cette force-là, enfin en tout cas cette conviction-là que j'ai pas envie d'être salarié, tu vois, je sais pas pourquoi. Bah, ça se trouve, tu vois, je pourrais très bien être salarié, j'en sais rien, mais j'ai ce truc en moi qui me dit non, j'ai pas, En même temps, je suis un gars assez têtu, tu vois, donc je peux paraître gentil, etc., mais je suis assez borné dans la vie. Et donc c'est vrai que j'ai vraiment, bah, le but c'est en gros, démerde-toi pour vivre de ce projet, trouve des solutions et en même temps j'aime bien, tu vois, j'aime bien bidouiller du WordPress, j'aime bien faire tout ça et donc bah, j'ai envie de continuer à faire mon truc en fait. Donc j'ai pas eu vraiment de lassitude. Après c'est vrai comme tu dis, il faut quand même se réinventer, tu vois. Il y a eu l'affiliation, etc. Et je me suis pris un tir avec Google, donc j'ai dû me réinventer, sortir des produits, etc. En parallèle, j'ai cofondé une autre boîte, WP Chef Formation, avec donc deux autres associés. On voulait lancer une formation WordPress, donc on a lancé ça, etc. Donc ça m'a fait voir aussi autre chose, ça m'a appris à bosser avec des associés, pas mal d'expérience aussi de ce côté-là. Et puis après, je suis revenu uniquement sur VP Marmite. Enfin, j'ai toujours des parts dans cette boîte-là, mais je suis plus opérationnel. Mais voilà, plein de choses à apprendre. Et donc après, formation en ligne, ça a très bien marché pendant le Covid, comme vous pouvez vous imaginer. Et puis après, du coup, là, c'était un peu comment dire, la chute un petit peu après. Et j'ai plus vraiment la passion de faire des formations parce que, comment dire, bah, faire des formations en ligne, ça prend du temps, surtout quand tu essaies de les faire bien. Hein, si tu les fais pas à l'arrache, en essayant de dire n'importe quoi, juste et en mettant tout sur le marketing et rien dans le contenu. Mais du coup, voilà, c'était assez pesant parce que, comment dire, tu bosses assez longtemps pour sortir des trucs. Enfin, ça prend beaucoup de temps à produire, les scripts, le tournage, etc. Et quand tu te rends compte qu'il y a pas beaucoup de gens qui les suivent, t'en as peut-être 1 sur 10 qui suivent, et que sur les 1 sur 10 qui suivent, il y en a encore moins qui appliquent. Ça fout les boules quoi. Donc bah, tu dois voir ça avec la formation avec Teach Easy, tu vois, mais c'est le syndrome de j'achète un bouquin sur Amazon et puis je l'ouvre jamais quoi. Mais sauf que là voilà voilà, ça me saoulait un peu quoi. Donc j'ai décidé de mettre un terme à tout ça. Alors on les vend toujours parce qu'elles sont dispo nos formations, mais on met plus le focus là-dessus et on n'en crée plus de nouvelles. Et bon, peut-être que j'en recréerai plus tard, mais en tout cas là ça m'a un peu vacciné pour le moment. Et du coup voilà, je me dis qu'est-ce que je peux faire. Et puis après là, il y a eu l'idée du produit parce que bon, on avait différents besoins et puis voilà. Donc si tu veux après je peux creuser là-dessus, mais peut-être que tu as d'autres questions avant que je te détaille un petit peu tout ça. Bah, clairement, on allait arriver à ce pivot un peu. Et pour rebondir sur une chose que tu as dite, là, c'est le côté marketing, formation, tu prends du temps. C'est vrai que le monde de la formation, c'est un monde très lucratif. Là, je parle des gens qui créent des formations. C'est vrai que c'est un monde qui est très lucratif, mais qui a une contradiction qui est très grande. C'est que, alors déjà, il y a beaucoup de gens qui se plaignent, tu vois, de se faire arnaquer. J'ai acheté cette formation, c'était une arnaque, etc. Souvent sur les formations un peu vendeurs de rêve, plus que sur les formations très euh, pratiques. Tu vois, une formation WordPress, c'est une formation pratique. Mais en Ouais, fonction de t'apprends des comment tu la compétences. vends, Hmm. tu auras des compétences. Mais en fonction de comment tu la vends, ça peut être aussi vu comme, tu vois, une formation vendeur de rêve. Par exemple, si tu dis, démarrer une nouvelle carrière de freelance, gagner des milliers d'euros par mois en vous lançant comme freelance WordPress, bah là, ce que tu fais, c'est une formation WordPress avec une petite partie freelance, mais qui peut être vue comme un truc de vendeur de rêve. Et en fait, ce qui est triste, c'est que les gens se plaignent souvent de quelque chose qu'ils ont eux-mêmes cherché. C'est que quand tu fais un marketing qui est pas aussi agressif que ça, les ventes, bah alors, tu nous diras un peu ce que toi t'en penses, mais moi j'en ai vendu aussi des formations et puis je gère des formations pour des tas de gens avec Teacheasy. Et clairement, les gens qui n'ont pas un marketing très agressif et qui n'ont pas de communauté, souvent leur vente elle décolle pas. Même quand la formation elle est hyper bien faite, parce qu'en fait, même si les gens se plaignent des arnaques après, ils ont tendance à quand même acheter des formations qui utilisent des signaux d'arnaque entre guillemets. Je dis bien des signaux, parce que c'est pas parce qu'un marketing ressemble à un marketing d'arnaque que la formation en elle-même est une arnaque, mais c'est juste qu'il y a des signaux qui marchent plus, quoi. C'est, si on prend, voilà, un des plus gros, Yomi Denzel, il y a plein de gens qui disent oui, Yomi, machin, la formation, c'est une arnaque. Mais en fait,
moi, en plus, je l'ai vu, la formation, pour le coup. La formation, c'est pas une arnaque en soi. Enfin, sa formation, je veux dire, c'est une vraie formation. Elle t'apprend le e-commerce, elle t'apprend les bases du e-commerce, elle t'apprend des tas de choses que tu mettrais beaucoup de temps à comprendre si t'allais chercher tout seul. Il y a beaucoup d'heures, beaucoup de contenu, il y a des intervenants. Mais, comme les gens l'achètent en se disant, je vais devenir riche et pas, je vais apprendre des compétences, ils le voient comme une arnaque. Mais parce que c'est ce que t'as voulu acheter aussi, c'est les signaux que t'as voulu. Parce que s'il avait juste dit, je vais t'apprendre des vraies compétences, derrière tu pourras créer un site e-commerce, et pour certains d'entre eux, pour certains d'entre vous, si vous mettez l'effort, si vous mettez le temps aussi, vous allez pouvoir générer pas mal d'argent. En fait, s'il avait dit ça, je pense que plein de gens n'auraient pas acheté la formation. Et en fait, les gens sont continuellement dans la quête de quelque chose dont après ils se plaignent. Mais en fait, c'est pour ça que t'as aussi voulu signer. Si t'avais juste dit, entre guillemets, pas la vérité, mais si t'avais dit les choses de manière très brute, t'aurais peut-être pas pris la formation alors que c'était la même formation. Et à la fin, il n'y a pas spécialement d'arnaque. Il t'a donné En fait, ce qu'il promettait. en, Mm, en mm. fait, je Ouais, pense que dis-moi, vas-y. c'est un milieu un peu pervers. C'est un milieu un peu pervers parce que, en tant que formateur, t'es amené à promettre des choses de plus en plus belles, des choses mirobolantes, la personne qui est derrière son écran et qui t'entend raconter tout ça, elle s'imagine qu'en fait, elle est devant une pépite. Genre, en gros, si je caricature un peu, le mec qui achète, il croit qu'il est tout seul et qu'il a découvert genre Yumi Denze, qu'il est le seul à l'avoir découvert et que ce mec-là va lui apporter sur un plateau la richesse, la réussite et tout ça. Et, hum, et plus tu vas faire de promesses, plus le mec derrière son écran, il va se dire ah ouais mais là c'est la pépite, c'est génial, c'est extraordinaire. Et en fait, bah quand il reçoit la formation, quand il la découvre, il se rend compte que finalement non, c'est pas comme ça. Et donc il en veut au formateur d'avoir fait toutes ces promesses et il se rend pas compte que c'est lui qui a cherché en fait finalement, qui est allé vers, tu vois ce que je veux dire, qui est allé finalement vers ce vendeur de rêve. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là. En fait, Ouais, c'est auto-entretenu. ouais, bah c'est un peu la prophétie autoréalisatrice, quoi, tu vois. Et après ils achètent le truc et ils disent ah merde, va falloir bosser. Ça Ouais, marche pas c'est comme exactement ça. ça. C'est exactement ça. Et en fait, souvent, il y a des gens. Bah moi, vu que j'ai fait aussi beaucoup de formations en présentiel, on se rend pas compte. On pense que c'est que en ligne, mais en fait, même dans le présentiel, c'est comme ça. Tu vois, moi, je faisais des bootcamps. Enfin, je faisais des formations d'entreprise, de dev, et à un moment donné, j'allais lancer un bootcamp. Et le nombre de gens que je rencontrais, bah d'ailleurs, la première fois que j'ai vu Mathieu, c'était un salon que je faisais pour ce fameux bootcamp. Le nombre de gens que tu rencontres qui ont les mêmes codes, même pour quelque chose en présentiel qui sera en physique, etc., où ils vont payer une somme qui en plus est pas affolante comparée à ce que tu vas leur donner, ils ont ce même genre ils cherchent que le rêve en fait. C'est-à-dire que nous, on essaie d'avoir un discours avec mon associé Sébastien, avec qui je fais Teach Easy, c'est avec lui que je faisais cette boîte. On essaie d'avoir un discours factuel, tu vas prendre des compétences de dev, tu pourras potentiellement devenir dev, c'est vrai qu'il y a des bons salaires à la clé, mais on survendait pas la chose, comparé à d'autres organismes que je ne citerai pas, mais on survendait pas la chose. Mais tu voyais que les gens, ils avaient ces codes-là, ils cherchaient, ah oui, mais du coup, si je prends votre formation, vous me donnez un travail. Ça, c'est une phrase que j'ai entendue 50% du temps. Est-ce que vous me donnez un travail? Je dis, mais comment ça, on vous donne un travail, monsieur? Je comprends pas cette question. Enfin, je vais vous donner des compétences, mais comment ça, je vous donne un travail? Et en fait, c'est les questions qui revenaient tout le temps, c'est vous donnez un travail? Est-ce que vous donnez le diplôme? Est-ce que à la fin, je vais avoir un salaire? On leur dit, bah non, le marché il donne des salaires. Après, si toi tu bosses pas, tu bosses pas. Je sais pas quoi te dire, tu vois. Mais en fait, les gens ils veulent que tu leur dises oui. Et en fait, souvent, il y a beaucoup d'écoles qui font ça. Et la majorité des bootcamps, la majorité qui sont on va dire, il y a des bootcamps qui sont là depuis tellement longtemps qu'ils ont pas besoin de faire ce genre de promesses, genre l'AFPA, je peux citer eux par exemple. Donc l'AFPA c'est pas vraiment des bootcamps, mais c'est un CFA sur des formations courtes, donc en soi c'est des bootcamps. L'AFPA ils ont pas besoin de ça, ils sont tellement vieux, ils sont dans le système, ils ont voilà, je vais éviter de dire certains mots, mais ils ont voilà le bras long qui fait qu'ils ont pas besoin de faire ce genre de promesses, mais toutes les autres bootcamps type même type, je sais pas, Webforce 3, etc., ils vont avoir tendance à survendre la chose parce que malheureusement, c'est un cercle vicieux. Les gens cherchent, les gens pourtant ne veulent pas ça, enfin, ils se plaignent de ça après pour dire, on arnaque, vous faites des grosses promesses. Mais en fait, eux, ils ne cherchent que les grosses promesses. C'est-à-dire que tu leur dis, je vais t'apprendre de vraies compétences, il y a du travail sur le marché. S'ils entendent pas la phrase, je te file le travail dans le bec, t'as l'impression qu'ils veulent pas apprendre la formation, tu vois. Et c'est un peu triste. C'est vrai que C'est c'est la triste, c'est psychologie compliqué. humaine. C'est la Ouais. psychologie humaine, tu sais,
tu vois n'importe quelle pub, je sais pas, mange ce yaourt, tu vas devenir maigre, achète cet abonnement à la salle de sport, tu vas devenir baraque. Enfin, tu vois, c'est toujours la même chose, tu vois. Et après, c'est toujours la surenchère de la surenchère pour voilà, devenir développeur en 30 minutes. Et puis, tu vois, c'est en gros enfin, tu vois, c'est le truc d'Hormozy, tu vois, le minimum de travail pour le maximum de résultats, quoi. Donc, au niveau de tes promesses. Donc après, c'est à toi de voir comment tu te positionnes pour ça et où tu places ton éthique, tu vois, ton curseur sur tout ça. Et du coup, moi aussi, il y avait cette lassitude de ce côté-là. Donc, j'ai cité l'aspect du côté de, bah voilà, les gens, une fois qu'ils ont acheté le truc, ils se vendent pas forcément. Mais il y a aussi l'aspect que tu dois te battre avec des gens qui ont pas de, comment dire, ils ont aucune barrière, aucun filtre, tu vois. Ils vont surpromettre des trucs, alors que toi, tu vas faire une promesse bah, raisonnable, comme tu disais. Tu essayes de parler avec des gens qui sont intelligents, leur dire voilà, je vais t'apprendre ça, ça, ça. Mais du coup, bah toi, t'es super fade en fait. Et ce que tu disais tout à l'heure, au final, tu vends pas quoi. Et donc nous aussi, on vendait de moins en moins et j'avais pas envie de me transformer en vendeur de rêve. Toi, enfin moi, j'arrive pas à me regarder dans une glace à essayer de vendre des trucs. Enfin, je sais qu'on fait des trucs de qualité, mais je peux pas te promettre certaines choses parce que tout simplement, je peux pas te les promettre en fait. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de devenir freelance. On a une formation pour devenir freelance, mais je vais pas te promettre que tu vas gagner 10 000 balles dans 6 mois, tu vois. Nous, notre promesse, c'était tu vas gagner 1500 euros d'ici 6 mois. Quand tu te mets vraiment à fond, 1500 euros, tu vois, c'est même pas un site à faire par mois. Enfin, c'est largement jouable, tu vois. Mais c'est un objectif qui est tu vois, je préfère sous-promettre et sur-délivrer parce que du coup, les gens sont beaucoup plus contents après. Mais tu convaincs moins. Donc voilà. Et donc après, tu essayes de mettre des trucs en plus, tu vas mettre une communauté, etc. Puis après, tu te dis, vas-y, fais chier, quoi. J'ai pas envie de me battre contre tout ça. Je préfère faire autre chose, quoi. Donc ou Ouais, je alors tu sais, comprends. Ouais. après tu sors un truc de temps en temps et puis voilà, ceux qui achètent, ils achètent et après c'est pas ton c'est pas ton business principal et donc ça reste un bonus, tu vois, comme l'affiliation. Et donc l'idée, voilà, c'est ce qui m'a un petit peu amené sur le chemin de voilà, j'en ai marre. Et après l'autre truc aussi, le troisième truc, c'est que j'avais pas envie de partir dans du CPF, etc. Tu vois, du Calliope. Voilà, moi je suis pas un administratif. On l'a fait avec WP Chef, hein. Mes associés l'ont fait avec WP Chef et c'est très bien, tu vois, mais c'est pas ça correspond pas à ma personnalité, on va dire. Et j'avais pas Ouais, forcément envie je comprends. Ouais. de déléguer ça tu vois, il y a plein de gens, enfin même des gens de mon équipe qui m'ont dit Alex, mets le CPF, mets le CPF. Il y a des gens pareils qui nous demandaient vous avez le CPF mais du coup, enfin ça me saoulait. Et puis après les gens qui font le CPF, tu sais, en plus quand c'est en ligne, tu dois suivre tout ce qu'ils font, noter à telle heure ils ont regardé telle vidéo, etc. Tu vois, enfin ça te fait mettre en place un système que j'ai pas forcément envie de gérer, quoi. Donc et même si tu le Ayala a le délègues, sourire. t'as toujours la charge mentale de se dire vas-y, il y a une couille. C'est bah du coup quand t'es dirigeant, toi tu reprends tous les problèmes de premier niveau, tu vois. Tu peux déléguer les petits problèmes, mais les gros problèmes c'est toujours pour ta pomme. Donc j'avais vraiment pas envie de partir là-dedans, quoi. Donc voilà, tu sais, j'avais un peu égrené les différents trucs. Je me suis dit, vas-y, faut que je fasse autre chose, ça me saoule. Puis le marché avait changé, tu sais. Maintenant, les gens, ils réclament de l'accompagnement. Et moi, je suis pas coach, tu vois. Enfin, tu vois, moi, je suis un gars qui fait j'aime bien transmettre, tu vois, comme on le fait dans les articles et les vidéos, mais je suis pas un coach, quoi, tout simplement. Je suis pas coach, je suis pas accompagnant. Ça correspond pas à ce que j'aime faire aussi. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, ça m'a saoulé. Ouais, je comprends très bien. Alors, je souris, Mathieu, il sait pourquoi je souris, parce que là, tout ce que t'as dit, c'est ce pourquoi Teachzy existe, et justement, c'est pour simplifier ce genre de trucs, pour éviter que les Ouais. gens ils aient plus besoin. C'est sûr que tout ce qui est monde du CPF, c'est un monde administratif. Ça devient très administratif au bout d'un moment, mais si un jour tu te relances dans l'information, tu sauras que Teachzy te simplifie la vie avec tout ça. Le message est Euh, passé pour ceux qui nous écoutent aussi. voilà. Si vous nous écoutez, regardez-moi bien dans les yeux. Si vous écoutez, vous faites de l'information, venez chez Teachzy. Cette vidéo est Le vendeur sponsorisée par ultime. Teachzy. Euh, En fait, c'est marrant parce que justement tout ce que tu viens de dire, c'est aussi parfois c'est souvent ce qui a fait que j'ai jamais scalé un gros business de formation. Euh, j'ai fait beaucoup de formations dans ma vie, beaucoup en école aussi, et ce que je préférais c'était en école parce que après en école c'est comme de la prestation de service parce que je me vends en tant qu'enseignant, que freelance presque, donc c'est très différent. Mais j'ai toujours préféré ça parce qu'effectivement quand j'ai fait de la formation en ligne, quand j'ai fait de la formation en entreprise, et en fait il y a tous ces trucs là qui deviennent embêtants et surtout quand les gens ils vont pas au bout de tes formations, c'est un enfer. En fait t'es triste,
non seulement t'es triste quand t'aimes bien faire du bon boulot, du bon travail, que t'as envie que, comme tu dis, t'as pris du temps à faire ta formation, etc. Et surtout, moi, j'ai une fervente passion à ce que les gens comprennent les choses. Et donc, je m'en fous de over-deliver, de, c'est pour ça que sur Twitter aussi, je fais des tweets aussi longs. Je suis un peu connu pour ça sur Twitter. Je fais des tweets à rallonge. C'est mon abonnement le plus rentable, c'est le Twitter Blue pour faire des tweets longs. Parce que moi, je veux vraiment que les gens comprennent les trucs. Mais quand tu fais une formation en ligne, que tu fais ça, t'as pris ton temps, t'as mis plein d'exemples, des métaphores, des machins, et tu vois la personne, elle a 2 leçons sur 10, tu te dis mais je comprends pas. Tu vois, j'ai une formation en anglais par exemple qui s'appelle How to use Vue.js with WordPress. Donc c'est ma formation la plus vendue en anglais. Ok. Parce que les gens savent pas, il y a des devs, je sais pas, ils savent pas assembler 2 technos différentes, tu vois. Et moi j'ai eu la chance d'être passé beaucoup par WordPress avant et d'avoir fait beaucoup de Vue.js, c'est mon expertise. Donc j'ai fait une grosse formation, comment utiliser Vue.js, du techno moderne dans WordPress, tu vois. Et donc cette formation elle cartonne, elle s'est vendue uniquement via un seul article. J'ai fait un seul article dans ma vie sur le sujet, sur Medium. Toutes mes ventes, elles viennent de là, tu vois. Et c'est cette formation-là, j'en ai 3 des formations, je crois, au total, 3 ou 4 en anglais. Elle a super formé les autres. Elle a fait au moins facilement x3 ventes par rapport aux autres qui ont pourtant les mêmes canaux d'acquisition, un article Medium, etc. Mais je dis ça pourquoi? C'est que malgré que sur la formation la plus demandée, la plus vendue, si tu vois des gens, ils ont pris la formation. Il y a genre, je sais pas, elle doit avoir 2-3 ans la formation là-dedans. Et bah ils sont toujours à 2 leçons sur 10, tu vois. Et tu te dis mais c'est pas possible. En fait, parfois je fais des petits emails pour relancer les gens. Est-ce qu'il y a un truc qui est pas clair dans la formation? En fait, au bout d'un moment, tu te mets même à te remettre en question toi, à Mais te dire oui. ah mais peut-être la formation elle est nulle. Mais en fait non, parfois c'est juste les gens c'est des flemmards, ils veulent pas faire le travail. Et juste maintenant, moi j'ai accepté ça, tu vois. J'ai accepté que ça fait partie du boulot, ça fait partie de. Tu peux pas changer les gens en fait. Tu peux pas changer les gens. C'est Tu peux clair. leur donner les armes, tu peux faire en sorte de mettre ta passion, etc. Mais c'est sûr que tu peux pas. Donc je comprends totalement que ça puisse te lasser et que t'aies voulu du coup pivoter vers autre Et chose. Ouais, ouais, et j'allais dire, et vas-y. même moi, tu sais, j'ai déjà acheté des formations que j'ai pas suivies, hein. Donc, Ah je mais sais pas même si c'est moi votre cas. aussi. Donc voilà, tu vois, Ouais, c'est moi que aussi, clairement, t'as ton clairement. quotidien qui se déroule et puis je sais pas, ouais, t'es coupé dans ton truc parce que, bah, ou t'as un projet qui arrive, etc. Et t'as 1000 choses qui peuvent arriver et puis voilà, quoi. C'est pas, Clairement, c'est clairement. effectivement, et donc, ça aide aussi à se dire que, bah voilà, moi aussi, je suis coupable de ça, tu vois, mais c'est vrai que sur le moment, en fait, t'atteins une sorte de, bah, quand les gens, bah, peut-être que tu arrives à les convaincre avec une séquence email, avec ta page de vente, etc., ta vidéo, peu importe. Et du coup, ils se disent, ah bah oui, ça va vraiment m'aider, ça c'est sûr que ça va m'aider, etc. Donc, boum, tu mets la CB. Et puis après, bon, ok, tu fais 2, 3 leçons, et puis ta journée se termine, et puis bah, le lendemain, tu fais autre chose, et puis c'est terminé, quoi. Donc, ou parce que voilà, t'as tellement de trucs à faire dans ta journée que bah, t'as pas le temps de te poser, de dire, ok, je vais me prendre une demi-journée, je vais avancer sur cette formation, et bah, au final, ça se fait jamais, quoi. C'est Donc, d'ailleurs pour ça, tu vois, tu parlais de l'accompagnement, c'est pour ça aussi que le marché a un peu changé et que les gens veulent de l'accompagnement. voilà. Ouais. C'est que ceux qui veulent vraiment aller au bout d'un truc, ils savent qu'au final, ils ont pas la rigueur pour le faire. Et comme tu dis, moi aussi, le fait de me rendre compte que ça m'arrivait de pas finir certaines formations, ça m'a aidé aussi à passer outre et à me dire, c'est la vie, on n'a pas le choix, tu vois, on n'a pas le choix. Mm-mm. Mais clairement, ça me motive pas à scaler un business de formation à cause de ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que pour l'instant, je suis toujours pas retourné dans le milieu de la formation en ligne à fond. Et le jour où je reviendrai, je sais qu'il faudra que j'arrive à trouver un moyen de mettre des œillères pour pas voir tous ces signaux-là et me dire que Ouais. je dois les mettre de côté, quoi, tu vois. Et ok, mais c'est intéressant. Et du coup, toi après, t'as pivoté. Donc WP Ouais. Chef, des formations, ça te saoule, faut être un peu trop putaclic, faut être un peu trop marketing, trop vendeur de rêve. Tu passes à autre chose. Et donc là, t'es en ce moment, t'es en train de te réinventer en lançant plutôt du produit. Et j'ai envie qu'on parle un peu de justement de. J'ai vu quelque chose passer sur ça. Alors d'abord, avant, j'aimerais bien même qu'on parle chiffres un peu. Avant que tu Ouais. fasses le pivot, euh, donc le pivot, tu l'as commencé l'année dernière, je crois, non? Non, en Ou un cours peu d'année, avant? hein, 2024. Hein. Enfin, ouais, fin Ouais, donc cette année. 2023. En fait, fin 2023, si tu veux, j'ai essayé de me dire, ok, Alex, t'as plein de formations en ligne et je vais me focaliser sur la formation SEO. Donc, je me mets à fond sur cette formation-là. Mais du coup, attends, juste avant, pour clarifier, en fait, WP Chef, c'est une boîte à part qui Oui, continue oui, de ouais. tourner maintenant. Et du coup, mes formations sur WP Marmite, c'est VP Marmite Pro. Et donc, en gros, c'est 2 trucs bien séparés, si tu veux. Mais du coup, voilà. Donc, sur VP Marmite Pro, donc j'ai ma formation SEO,
qui fait plus de 100 vidéos. Enfin voilà, j'ai essayé vraiment de faire ça le mieux possible aux petits oignons. Et donc je me mets à fond dessus. Et bah justement, avant de, je sais plus si avant d'enregistrer, on parlait de sans permission, etc. Du Ouais. podcast de Yobi Usama, etc. Voilà, je regarde ça, je regarde ce qui se fait. Je vois que, ok, effectivement, il y a le monde de la formation qui part dans le coaching, etc., l'accompagnement. Je dis, ok, je vais tester le truc. Je vais faire une offre. Je prépare tout ça. Je fais un challenge. Tu sais, il y a aussi la mode des challenges. Donc je fais un challenge. Le truc, voilà, il fait 0 vente. je fais putain. Ok, d'accord. Mais du coup, j'ai quand même fait des ventes. J'ai fait 4 ventes d'accompagnement. Et et du coup, bah, je me rends compte que c'est pas trop mon truc, tu vois. Donc, d'ailleurs, ces personnes-là, je sais pas si elles m'écoutent, mais d'ailleurs, même je leur envoie un email, il n'y a plus de réponse. Donc, je sais pas trop, peut-être qu'elles aussi se disent qu'il y a un truc qui a pas fonctionné. Enfin bref. Et donc, voilà, je me rends compte que c'est pas pour moi, tu vois, que après, il faut partir, tu sais, tu pars dans le délire, ok, je prends un setter, je prends un closer, etc. Je prends les trucs, ou même moi, je commence à me former pour apprendre à closer au téléphone et tout, et je me dis, ah vas-y, c'est pas mon monde ce truc, ça me plaît pas. Même le coach que j'avais, il va avoir tendance à dénaturer un peu ma promesse par rapport à mon produit. Et comme on le disait tout à l'heure, ça va commencer à partir dans des trucs où tu promets des trucs en mode bah, deviens riche grâce au SEO, tu vois. Je suis, vas-y, ça me saoule, j'ai pas envie de partir là-dedans. Là. Et donc, tu vois, je sentais que ça commençait à glisser, tu vois, tout doucement, tu vois, insidieusement. Et donc, voilà, au bout d'un moment, je me suis dit, vas-y, arrête ça. Alors, je sais plus quel mois c'était. Quand j'ai voulu vraiment tout arrêter, tout ça, moi, c'était peut-être à la fin du T1, je dirais, 2024. Moi, je dis peut-être une bêtise, quoi, mais je suis pas trop calé sur le temps. Mais du coup, voilà, j'ai essayé de me retourner. Et puis pendant ce temps-là, bah, tu vois, moi, j'avais des charges, tu vois. Donc, il y avait la trésor qui commençait à fondre. Donc, bon, Alex, là, faut que tu te réveilles, tu vois. Donc, j'ai réorganisé un petit peu mon équipe pour avoir moins de dépenses. Donc voilà. Puis après, il fallait trouver une alternative. Donc, on a commencé à s'ouvrir un petit peu au sponsoring sur l'épée marmite. On n'avait jamais fait ça jusqu'à présent. Donc sponsoring de contenu, donc des marques qui nous payent pour que nous soit on rédige un article ou soit on rédige même plusieurs contenus sur l'épée marmite. Donc avec l'avantage c'est que bah, étant donné que le site a une belle autorité, c'est des beaux emplacements en tout cas en matière de SEO, des beaux liens pour eux. Euh, donc voilà, on a commencé à faire ça et puis voilà, on a commencé à lancer un produit, on a commencé à lancer, j'ai fait un petit peu de service aussi, j'ai fait des audits WordPress. Enfin, j'essaie de trouver un petit peu une solution pour me dépatouiller de tout ça, sans faire de formation, sans me renier entre guillemets, tu vois. Donc et donc après voilà, je suis parti sur 2 produits. Un premier produit qui est VP Marmite Start, qui est en gros un modèle de site WordPress préconfiguré qui te permet de gagner du temps lorsque tu installes un site WordPress, tu vas au lieu de te taper config de Yoast, config de machin, config de trucs. Voilà, tout est configuré déjà et donc bah, tu gagnes beaucoup de temps. Et deuxième produit, c'était que bah, pour vendre justement ces modèles de sites, bah, nous on a notre boutique sur laquelle on vendait nos formations, mais je me dis ça serait bien avoir un petit truc qui permet de vendre rapidement, tu vois, comme un SaaS, tu vois, tu payes, tu vois la page de Stripe checkout et basta, quoi. Après, tu es redirigé, tu as accès à ton truc. Et je voyais pas ça pour WordPress, tu vois, tu avais plein de plugins e-commerce, mais voilà, faut que tu tapes une configuration de dingue pour vendre un truc, alors que enfin, c'est pas comme si tu avais une boutique avec 500 produits, tu vois. Mais du coup, faut que tu tapes les mêmes choses. Tu dois passer à la caisse pour avoir pour WooCommerce subscription, etc. Enfin, pour avoir des factures. Enfin, vas-y, là, ça m'a saoulé, quoi. Donc, je fais, vas-y, je vais essayer de développer un truc pour moi. Et puis, je commence à coder ça avec de l'IA. Puis après, je me dis, putain, mais ça pourrait aider plein de monde, en fait, ce truc. Et du coup, c'est là qu'est né, donc, WP Marmite Pay. Donc, en gros, un truc qui te permet de faire une passerelle entre Stripe et WordPress. Et qui, voilà, un petit peu comme dans, j'imagine que tu fonctionnes comme ça avec Teacheasy, hein, pour Stripe. En gros, tu intègres Stripe à WordPress. Et donc tu peux vendre des trucs assez facilement et donc là on est en plein dedans. Donc on a lancé ça en septembre 2024 et donc voilà, on a convaincu plus d'une centaine de personnes de prendre notre offre illimitée et puis bah là on charbonne pour améliorer le produit parce qu'il n'était pas encore top à ce moment-là, mais voilà, il fallait qu'on lance et et donc voilà, et donc là actuellement je suis sur ces 2 produits là, plus du sponsoring de contenu en plus encore un petit peu d'affiliation, etc. sur le blog, mais voilà un petit peu où on en est en termes comment dire, de presta et de produits.
Yes, c'est ce que j'avais vu passer WP Pay et très très Ouais. bonne idée, moi je trouve. Sur WordPress, ça fait des années, bah avec Mathieu, ça fait partie des choses qu'on voulait lancer. On voulait lancer un petit truc sur WordPress qu'on n'a jamais fait parce que moi ça fait longtemps que j'ai arrêté de dev sur WordPress. C'est-à-dire que je fais toujours beaucoup de WordPress, mais comme toi, c'est-à-dire via l'admin, via des plugins, etc. Mais Ouais. du dev pur et dur, j'ai arrêté aux alentours de 2017 vers là pour me concentrer sur des trucs plus applicatifs. Mm. Euh, et donc là, sur les projets qu'on a avec Mathieu autour de WordPress, bah, comme moi je fais plus de dev WordPress, c'était compliqué d'avancer dessus, on n'avait pas beaucoup de temps, fallait trouver des prestats et tout. Mais moi, j'ai remarqué que dans l'écosystème WordPress, il manque des petits plugins assez simples pour justement les entre guillemets les indie hackers. Donc dedans indie hackers, c'est quoi, je vais dire les solopreneurs plus généralement, et je Mhm. mets dedans du coup indie hacker, infopreneur, peu importe. Et en fait, WP Barbie Pay, je trouvais ça trop bien parce que vraiment, c'est un outil simple, un truc, tu vois, tu veux mettre un paiement très facilement. Aujourd'hui, à chaque fois que j'ai eu besoin de mettre un paiement, j'étais obligé de mettre WooCommerce avec tout un tas de trucs qui m'installent Ouais, 45 ça- plugins. c'est Et tu te ça. dis, tu vois, moi je vendais un guide touristique. Mon guide, je vendais que deux produits. J'avais que le guide physique et le guide e-book. Donc c'était à Mhm. l'époque où Stripe Checkout, c'était pas aussi avancé qu'aujourd'hui. Tu vois, c'était en 2020. C'était début Ouais. 2020 que j'ai sorti mon guide. Donc c'était pas aussi avancé Stripe Checkout. Mais néanmoins, je me disais pourquoi sur WordPress, il n'y a pas un petit plugin qui me permet de dire je veux vendre deux trucs. Un truc digital où il n'y a pas besoin d'adresse, quoi que ce soit. Et un truc physique où juste tu demandes les champs de l'adresse à la personne. Et je vends que en France de toute façon. Et c'est tout. J'ai pas besoin d'un truc complexe qui se connecte au point de livraison, je sais pas quoi. Moi, je voulais juste que la personne elle paye. Moi, je vois son adresse et je fais les envois manuels de chez moi et puis C'est c'est ça, tu fini, fais tu ça à vois. la mano, Et en ouais, fait, ouais, carrément. c'est ça. Et en fait, il y avait pas vraiment. J'ai dû installer tout un WooCommerce, tout un truc. Et il manque. On est sur un petit plugin avec Mathieu. On en parlera en off si tu veux. Je préfère ne pas le dire dans le podcast pour pas, comme c'est pas sorti encore, mais euh, il y a vraiment des petits outils comme ça pour les infopreneurs, les solopreneurs et tout, qui peuvent être hyper simples, hyper propres. Et je pense qu'il y a un vrai truc à faire comme ça sur WordPress. Il y a, moi en ce moment, je crée un SaaS, mon deuxième plus gros SaaS, je l'espère, qui sera de la taille de Teach Easy, voire plus gros. Ça va être un CMS. Donc je vais faire un concurrent à Wix pour faire simple. Ok. Et enfin, je dis Wix parce que c'est plus facile à imaginer pour les gens, mais et en fait, mon CMS, pendant que je le construisais, je me disais, mais en fait, je peux carrément en faire un plugin WordPress pour les gens qui en peuvent plus des builders comme Elementor ou autre, parce que moi, je suis un grand fan d'Elementor, mais pareil, c'est complexe, quoi. T'as l'impression de mettre une usine à gaz dès que tu veux faire un truc simple. C'est- en gros, si tu veux juste cliquer sur un thème et hop, t'as le thème, ça va, ça reste simple. Mais dès que tu veux un truc un peu plus, avec un peu plus de granularité, ça devient très vite complexe et t'as l'impression qu'il faut installer, tu vois, WP Essential Plugin, Elementor, je sais pas quoi. T'as l'impression qu'il faut toujours plein de trucs à côté, tu vois. Et je pense qu'il manque sur WordPress des petits outils très simples qui vont droit au but. Tu vois. Pods, par exemple, que tu m'as vu, je crois que tu l'as vu dans mon tuto sur le Ouais, ouais, je l'ai SEO vu, que ouais. j'ai mis sur J'utilise YouTube. pas, mais je connais le nom, ouais. Mhm. Ouais, tu connais. Donc voilà, moi j'adore Pods comparé à par exemple à ACF ou d'autres parce que justement il y a un peu ce côté très simple, droit au but, qui centralise deux trois trucs sans être une usine à gaz. Et je trouve ça assez sympa. Mais ok, donc t'as WP Barbie Pay, donc là tu te lances un peu dans la vente de plugins, chose que tu n'avais Ouais. pas forcément fait à la base. Il y a longtemps, Donc c'est j'ai hyper vendu des intéressant. thèmes. Il y a super longtemps, j'ai vendu des Ouais, thèmes. Parce que bah, du coup, tu sais, j'étais dans les thèmes et j'avais lancé un truc qui s'appelait Thème de France, qui vendait des thèmes WordPress en français. Parce que tu vois, il y avait encore ce problème de traduction. ouais, Mais du coup, voilà, j'ai fait ça. Ça a pas marché, mais c'était une aventure assez intéressante. C'est la première fois que je me suis associé avec quelqu'un. Donc, j'ai découvert plein de trucs par rapport à ma personnalité. Tu vois, des fois ne serait-ce que tu vois, sur de la communication, tu vois, comment bien communiquer. Parce que ouais. bah, de base, moi, je suis un gars un peu réservé, tu vois, donc un peu geek, etc. Donc, voilà, j'ai appris des trucs, on va dire, avec cette expérience-là. Mais ouais, du coup, ouais, on va dire que c'est le premier WordPress, le plugin WordPress que je vends, VP Que Marmite tu Pay, ouais. vends. Voilà, c'est vraiment Ouais. le premier plugin WordPress. Et est-ce que tu peux nous dire un peu justement comment ça se passe le process? Je pense qu'il y a plein de gens qui seraient hyper intéressés de savoir comment ça se passe pour vendre un plugin WordPress. Parce que du coup, est-ce que tu l'as mis sur le store WordPress avec une version gratuite? Est-ce que, enfin, comment tu gères les mises à jour? Tu vois, sans forcément qu'on rentre dans la technique, mais dans l'idée, comment ça marche? Tu crées ton plugin, comment tu le mets en prod? Comment ça se passe en fait? Ouais, bah du coup moi alors du coup je suis pas développeur à la base hein, donc j'ai un développeur qui bosse avec moi sur ce projet-là. Euh, pour commencer si tu veux, alors moi j'ai commencé à le coder avec de l'IA ce truc-là tout seul.
et tu vois, pour avoir une sorte de MVP, quoi. Et au bout d'un moment, j'étais coincé parce que bah ça dépassait mes compétences et l'IA, elle arrivait pas à trouver les solutions. Mais du coup là, je suis passé par cette personne-là qui m'avait déjà aidé pour des précédents projets. Et, euh, et du coup, bah on a fait une première version, on l'a pas mise du coup sur le répertoire officiel. Donc nous, l'avantage avec VP Marmite, c'est qu'on a une distribution, c'est ça qui est cool. Contrairement à quelqu'un qui se lancerait de zéro, voilà, là t'es obligé de partir, on va dire, sur les canaux, normaux, classiques. Mais encore, c'est pas pour ça que tu vas forcément décoller, parce qu'il y a tellement de plugins qui sont ajoutés tous les jours que bon, t'es un peu noyé dans la masse. Mais du coup, voilà, l'idée c'était quoi? C'était de développer une première version, pitcher ça à nos abonnés et puis bâtir dessus, quoi. Et donc si tu veux, la première version, elle avait même pas un système de mise à jour, tu vois. On a vendu la lifetime et on s'est dit voilà, bon, au moins on voit si ça marche. Il y a un petit truc, enfin on voit si ça mord en tout cas. Euh, et après, du coup, c'est vrai que dans les versions d'après, après, on a mis le système de mise à jour et après, là, on bâtit de plus en plus de choses. Et après, au niveau du fonctionnement, bah, je sais pas si tu veux qu'on aille jusque là, mais après, voilà, on est sur, enfin, mon associé, il bosse sur, enfin, ouais, plutôt mon prestataire, il bosse en local, après il pousse sur GitHub, etc. Et puis moi, je télécharge. On a un projet sur GitHub sur lequel on met les différentes issues, et puis voilà, on bosse, on centralise là-dessus, quoi. Et donc voilà, je sais pas si tu as d'autres questions sur le fonctionnement. Ouais, en fait, c'est pas tant côté mise à jour, si tu veux. Ce que je me demandais, c'est que parce que c'est vrai que c'est un sujet. Alors c'est ouf. En 12 ans de WordPress, je me suis jamais posé la question, tu vois. Au moins Ouais. 13 ans, du coup. Je me suis jamais posé la question de comment ils font pour si tu le mets pas sur le store officiel, par exemple. Parce que du coup, la nouvelle version, vous l'avez mis sur le store officiel ou pas du tout, toujours. Non, non, on est pas du tout. C'est juste en Donc pas direct toujours dessus. pas sur le store. C'est en Ouais. direct. Euh, quand la mise à jour, est-ce qu'elle est purement dans le code ou est-ce que justement, toi, par exemple, t'as comment je pourrais dire, tu vois, est-ce que tu as pour en fait pour illustrer ce que j'entends par là, c'est par exemple si on prend Elementor qui est un page builder sur WordPress. Donc Mhm. Elementor, comment ça fonctionne, c'est que tu télécharges la version gratuite. Après, tu vas sur Elementor, tu payes, et quand tu payes, il te donne accès à un plugin privé qui est la version Elementor Pro. Donc, Ouais. il faut ajouter les deux d'ailleurs. Ouais. Tu peux jamais ajouter que un, et quand tu ajoutes le Pro, bah, il te crée automatiquement la version gratuite. Donc, ils ont les deux. Et ce que je me demandais à chaque fois, c'est quand ils gèrent les mises à jour, c'est est-ce que c'est purement dans le code ou est-ce qu'ils ont une interface à un moment donné pour que quelqu'un puisse, tu vois, updater les numéros de version, les machins, les trucs, etc. Est-ce qu'il y a une sorte d'interface pour gérer tout ça et est-ce que même eux, ils ont créé l'interface côté utilisateur qui permet à l'utilisateur de venir télécharger les nouvelles versions d'Elementor, tu vois, par exemple. Parce que moi, dans Elementor, quand je crée un nouveau site, si j'ai besoin de télécharger la version pro au moment T, bah, je vais sur mon compte, et sur mon compte, il y a, tu vois, un nouveau zip, etc. Il y a Mhm. même, je crois, les anciens zips, si je veux, pour rollback des versions, ce Mhm. genre de choses. Est-ce que ça, je me suis toujours dit, est-ce que ça, ils l'ont tout développé, tout redéveloppé à la main, ou est-ce que tu as des services qui te permettent de facilement dire, tu vois, toi, par exemple, si tu as un Presta, ton Presta, il te donne le nouveau zip et tu remets le nouveau zip et tu vois, ça met à jour pour tout le monde, tu vois. Je Ouais. me demandais s'il y avait un système un peu comme ça. Non, après, bah, si tu veux, dans le plugin, il doit y avoir une classe qui check. Si tu veux, nous, on a notre propre serveur de mise à jour. Donc, en gros, dès qu'on a une nouvelle version qui est prête, on la met sur le serveur. Et puis, après, tout est intégré, si tu veux, dans le système de mise à jour de WordPress. Donc, t'as un cron qui tourne et puis ça doit aller taper ça toutes les 4 heures ou 6 heures. Je sais pas quelle est la fréquence. Et du coup, au lieu d'aller taper dans le répertoire officiel, je sais pas si t'as Contact Form 7 qui a une mise à jour ou Elementor gratuit, et ben ça va aller taper dans le serveur, enfin sur notre serveur, tu vois. Et donc bah, après aussi une nouvelle mise à jour, hop, t'as la petite notice qui s'affiche dans WordPress comme n'importe quel autre plugin. Et puis après ça met tu mets à jour naturellement, quoi. Et donc, toi, ouais, c'est vraiment ton développeur qui gère tout. Toi, t'as pas d'action à faire, quoi. C'est lui qui met les nouveaux numéros de version. Ouais. T'as pas une interface, toi, pour, je sais pas, mettre une description de la nouvelle mise à jour ou que sais-je, quoi. Non, après bah moi on a créé une page changelog et puis on met les trucs sur le site en direct, tu vois. Mais après c'est vrai que Ok, idéalement il ouais. faudrait qu'on mette le changelog en TXT dans le plugin, etc. Mais bon, on le mettra, on fera un copier-coller de la page plus tard. Mais bon là pour l'instant on est plus en mode on envoie, on ship fast comme dirait Marc Louvion, et on essaie d'avancer au plus vite et puis d'avoir quelque chose qui marche et d'avoir des retours utilisateurs pour avoir vraiment la boucle de rétroaction positive pour améliorer le truc, quoi.
Ah oui, mais de toute façon, c'est ce qu'il faut et je trouve que t'as bien fait même ce réflexe de dire bon bah je fais une version sans mise à jour au début, enfin sans le système de mise à jour, juste on voit déjà si ça prend, si ça mord. T'as eu totalement raison de faire ton MVP, tu le fais, ça marche, les gens sont contents et tu t'avances Après, comme il ça. existe Donc des de toute façon services c'est il existe des services qui te proposent justement pour vendre tes plugins. Ça s'appelle Freemius. Et en gros, bah après, ils prennent une com assez élevée. Donc, bon, après, ça peut être bien pour tester le truc, mais bon, autant avoir le truc tout. Enfin, si tu sais que tu es parti sur le long terme, autant avoir ta propre architecture. Mais oui, il y a pas mal de boîtes qui passent par là parce que il y a aussi tout l'aspect, tu sais, quand tu vends des produits numériques, tu as la TVA européenne, tout le tintouin là, avec la TVA belge 21%, etc. Enfin, tu dois voir ça aussi avec Teacheasy. Enfin, faut être conforme à la législation pour tout ça. Et du coup, c'est ça qui est bien avec Stripe, avec notre solution, c'est que c'est Stripe qui gère tout ça, tu vois. Donc, t'as pas de casser la tête, et du coup, bah voilà, ils prennent leur com de 2 et quelques pourcents, et terminé, quoi. ouais. Ok, bon, très intéressant. Et du coup, tout à l'heure, ce que je voulais dire, c'était avant que tu fasses le pivot, donc du coup, le pivot au début d'année, on va dire, donc jusqu'à l'année dernière, est-ce que tu peux nous parler un peu des chiffres générés grâce à WP Marmite ou est-ce que c'est secret? Est-ce que Non, c'est pas voilà, secret, j'ai même fait des vidéos c'est pas secret, sur ça ma va? chaîne perso pour en parler. Mais du coup, ouais, j'ai au max que j'ai réussi à faire 304 CA à l'année. Et là, du coup, c'est cette année. Alors moi, du coup, je clôture au 31 mars, donc c'est un peu décalé par rapport à l'année civile. Mais ouais, là, c'est un peu redescendu. C'est plus entre 220, 250, je pense, ça va être par là. Donc, euh, donc voilà. Après, c'est sûr que, bah, comme tout le monde, j'aimerais bien scaler, passer au niveau supérieur, mais en tout cas, enfin, j'estimais que les formations, c'était pas le meilleur véhicule pour ça. Et j'ai, comme je te disais, j'ai pas forcément envie de me renier, de faire des fausses promesses, des trucs un peu à l'emporte-pièce pour vendre des accompagnements à l'appel et puis voilà. J'ai pas forcément envie, même de me structurer, si tu veux, d'avoir des coachs, etc., donc des gens à gérer sur tout ça. J'avais pas envie d'aller jusque là. Donc bon, je me suis dit c'est pas grave. Tu changes, ça va peut-être faire un creux, mais voilà, tu t'équipes pour l'avenir, quoi. Donc voilà un petit peu la situation, quoi. La situation. Donc, Et du coup, là, l'idée, c'est de rentrer dans le monde du SaaS, quoi. ouais, c'est ça, bah, du plugin, bah, c'est comme un peu comme du SaaS, mais appliqué à WordPress si tu veux, mais ouais, effectivement, Oui, c'est c'est ça, ça, quoi. voilà, oui. Et Du c'est vrai SaaS que le fait appliqué à de lire aussi WordPress. même les indie hackers sur X et tout ça, je trouve que c'est un truc bah, ça me correspond plus en fait. Et donc d'un côté, alors j'ai quand même enfin, on a encore le média à gérer dans le sens où bah, faut qu'on sorte des vidéos, faut qu'on sorte des nouveaux contenus, mais c'est ce qui aide, bah déjà de une à comment dire, à maintenir, à faire en sorte que la marque perdure, si tu veux. Et d'un autre côté, c'est un canal de distribution. Donc, on travaille le SEO. Là, tu vois, on a créé des contenus sur Alternative WooCommerce, etc. Donc, on va essayer de taper plein de requêtes WooCommerce pour pitcher après notre plugin du genre, hey, les gars, vous voulez mettre du WooCommerce, mais vous êtes sûr? Est-ce que vous voulez pas partir sur un truc de plus simple si votre projet s'y prête? Donc voilà, Alors, on va travailler tout ça, quoi. je te dis ça parce que moi, j'ai eu le premier projet entrepreneurial que j'ai fait dans ma vie. C'était un truc ultra border, mais en fait, j'ai exactement utilisé cette stratégie. En fait, ça remonte, hein. Donc je pense qu'il y a prescription, pardon. C'était en 2012. Je m'étais rendu compte qu'il y avait plein de gens qui tapaient sur YouTube comment avoir Deezer Premium gratuitement. Et donc plein de gens étaient intéressés par Deezer Premium. Donc là, dans ton cas de figure, ce serait un peu WooCommerce. Mhm. Et j'ai fait une vidéo où en fait ma vidéo c'était de dire aux gens, écoutez, donc la vidéo, le titre de la vidéo, tous les méta étaient orientés autour de Deezer Premium gratuit. Sauf qu'en fait dans ma vidéo, je disais aux gens, écoutez, Deezer Premium gratuit c'est impossible, ça n'existe pas. Mais par contre moi j'ai trouvé une alternative géniale. À l'époque c'était un site qui s'appelait Groove Shark. Je sais pas si vous avez connu ce. Je connais le nom, mais je crois pas que j'ai dû me rendre dessus, ouais. Et en fait c'était un Deezer like mais gratuit. Et du coup en fait toute ma vidéo c'était arrêter Deezer Premium, tenter plutôt Groove Shark. Et en fait comme c'était inconnu, je faisais payer. Là, c'est là que je suis un peu salaud, c'est que je faisais payer l'information en fait. J'avais lu Tim Ferriss, tu vois, qui disait que l'information c'était la valeur la plus importante du 21e siècle. Et donc j'avais fait un pauvre PDF de merde pour expliquer aux gens comment aller télécharger Grooveshark et je le faisais payer 5 euros. Mais ce que je veux dire par là, c'était que
je prenais que du flux de gens qui cherchaient Une alternative, donc ouais. dans ton ouais c'est ça. Non, ils cherchaient même pas une alternative en réalité. C'est des gens qui Oui, cherchaient oui, en fait, c'est le vrai. Ils produit. cherchaient pas une alternative, ils cherchaient un produit. Toi, t'as ciblé les mots-clés du produit pour leur proposer une C'est ça, alternative, mais avec la Ouais. promesse du c'est ça. produit à la base. Ouais, ouais. Exactement. Et en fait, ça marche du tonnerre, ça. C'est une stratégie je pense, qui est vraiment sous-utilisée et ça fonctionne vraiment super bien. Donc, je te conseille vraiment, je te recommande d'utiliser ça si tu y as pensé. Oui, effectivement, ça va fonctionner. Ouais, ouais. Non, mais ouais, effectivement, on prévoit bah, on a déjà quelques contenus dédiés à WooCommerce et au e-commerce sur le site, mais effectivement, il faut qu'on intensifie ça et que, bah voilà, on se mette, comment dire, dans l'aspiration de WooCommerce pour pouvoir dévier un petit peu bah, au final, on rendra plus service aux gens qu'autre chose, hein, en leur présentant notre produit parce En que plus. on va leur faire économiser du temps de cerveau, etc. Donc, ça va être, c'est tout, c'est gagnant, quoi. Gagnant, gagnant. Ouais, je pense que c'est un bon pivot, surtout si, tu vois, ce qui t'a déplu, c'est le côté un peu marketing agressif. Tu vois, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont du mal avec ça. Moi, j'ai souvent fait des tweets autour du marketing sur Twitter, et vu que j'ai beaucoup de devs qui me follow, j'ai fait des trucs orientés dev où je leur dis souvent que le marketing, il y a plein de types de marketing différents, et Bah souvent, oui. c'est plus efficace de focus un truc où toi t'es plus à l'aise avec, même si parfois ça peut être un peu contre-productif pour le produit que t'as, c'est peut-être pas le meilleur marketing, mais toi, vu que t'es tellement à l'aise dessus, t'auras de meilleurs résultats que en essayant d'aller vers le marketing le plus adapté, mais à contre-cœur. Et, euh, Ouais. et c'est vrai que dans ton cas, tu vois, si la formation, tu disais, bon, en fait, c'est pas le bon véhicule parce que faut faire du marketing agressif X, Y, Z, c'est vrai qu'un marketing adapté, enfin, par rapport à ce que tu fais, le SEO, par rapport au fait que tu es déjà une communauté, etc., un truc qui marche bien, effectivement, c'est le SaaS, enfin, le logiciel de manière générale, parce que il y a un côté où il y a en SEO, t'es bon, c'est un peu ta spécialité, donc beaucoup de leviers à faire. Bah, un peu comme là, au final, ce que Mathieu disait sur YouTube en visant 10 heures premium, c'est du SEO, c'était du SEO YouTube, Mm, en mm. visant les mots-clés d'un concurrent, etc. Bon, ça peut être assez compliqué en fonction du concurrent. Tu vois, moi, par exemple, il y a un an, l'année dernière, il y a Stan Leloup de Schoolmaker qui me contacte en mettant par mail, enfin c'était pas Stan qui me contacte, mais c'est un mec de son équipe, qui dit oui, vous avez fait un article diffamatoire sur nous, blablabla, parce qu'en fait, j'ai fait un article sur Schoolmaker, quelques temps après sa sortie. Schoolmaker, c'est sorti en novembre, en même temps que Teacheasy, en fait, novembre 2020. Nous, on est sorti quelques jours après lui, j'avais tellement la haine, parce que je savais qu'il allait sortir ça, mais j'avais pas la date. Et du coup, on sort vraiment, il sort 10 jours avant nous, et je me suis dit, ah, mais ça va être un enfer, ça, parce que j'ai pas peur de la concurrence, mais un concurrent comme lui, c'était très chiant, de par la communauté, de par le truc, et de par le fait que c'est compliqué de faire deux effets d'annonce de nouveaux acteurs sur le marché, Ouais. surtout quand ils visent à peu près le même type de gens. Et on visait les mêmes types de gens, en fait. Et bref, en mars ou avril 2021, une fois que le lancement est fait, qu'on est déjà à peu près à l'aise sur le rush, j'étais avec Mathieu d'ailleurs, j'étais à la campagne avec Mathieu, on avait loué une maison, et j'ai écrit un article sur Schoolmaker, parce que je voyais qu'en SEO, il y avait rien sur Schoolmaker. Il y avait deux, trois trucs qui étaient même pas de lui, qui étaient de gens externes. Je me dis, ok, je sens que je peux ranker sur ça. Je fais un super article hyper détaillé sur qu'est-ce que Schoolmaker, les avantages, les inconvénients, et à la fin, je place Teacheasy. Enfin, Sur le tout au long site de de l'article, je place Teacheasy? Teacheasy. Ouais, sur le site de Teacheasy. Ok. Et, euh, et donc, mais je fais un vrai article, quoi. Je fais rien de diffamatoire. Je dis tout ce que, forcément, je fais bien mon article. C'est-à-dire que je pointe que ce qui va pas. Je pointe pas ce qui va bien. Tu vois, et je fais mon article proprement. Je mets deux, trois trucs qui sont cool quand même. Mais je mets tout ce qui va pas selon moi et que Teacheasy règle. L'article, pendant 2 ans et demi, c'était, je crois, notre source numéro un de trafic. En SEO, sur tout le SEO, ça représentait 30% du trafic. Et ils n'avaient pas capté qu'il Euh, y avait ça qui était en ligne? je pense qu'ils s'en fichaient pendant très longtemps Ouais, et ils en étaient fait on focus sur leur apparaissait produit, ouais. avant eux. Ils étaient focus sur leurs produits. Et on était avant eux. En fait, tu tapais Schoolmaker à vie, on était premier. Tu tapais Ah, ok. Schoolmaker tout court, on était premier. Donc c'est-à-dire que même sur le mot-clé Schoolmaker Ouais. seul, on était avant eux. Et en fait, l'année dernière, il envoie un article, enfin un mail, diffamation, machin, machin. Et en fait, pourquoi je raconte ça, c'est parce qu'effectivement, parfois, il y a des leviers un peu, je pense que toi, tu le sais de toute façon, mais c'est vrai que les leviers de faire des trucs sur la concurrence, ça marche. Il y a toujours une limite un peu floue parce que, tu vois, en vrai, il a envoyé le mail. Mon équipe, ils avaient un peu peur et tout. Je leur ai dit, les gars, c'est du bluff, il va rien faire du tout. J'envoie une réponse. J'ai dit, ok, qu'est-ce que je dois changer? Parce que c'est pas illégal de faire un article sur un concurrent. Ce qui est illégal,
c'est de donner je crois, son opinion sur un concurrent. Il y a un texte de loi qui dit que t'as pas trop le droit de donner une opinion trop. Faut que ça reste factuel en fait. Voilà. Mm. Et en fait, moi j'étais factuel, mais les infos, elles datent de 2021. Il m'a fait le mail en 2023 l'année dernière. Bah forcément, entre temps, il s'en est passé des choses et je pense que C'est l'article sûr. il est plus à jour, les features elles ont évolué. Donc j'ai juste dit, donnez-moi la liste des features qui ont changé. Je mettrai mon article en conséquence. Il n'a rien fait du tout. Ils m'ont jamais renvoyé de mail, ils ont jamais envoyé de plainte, c'est un coup de bluff. En fait, ils ont fait un coup de bluff en se disant, ils vont avoir peur, machin. C'est toujours comme ça, en fait. Donc, Non, c'est mais flou, attends. mais il y a des bons leviers. Attends, je reviens un peu là-dessus. Là, à l'heure actuelle, à l'heure où on parle, t'es en train de me dire que ton article est toujours devant Non, Schoolmaker si maintenant, tu tapes School. non, maintenant, ça a changé parce qu'ils ont mis beaucoup Ok. plus d'aspects De en moyens dans SEO, les SEO. Ok. mais on est toujours assez bien ranké. Je pense qu'on est toujours troisième vers là. Troisième à mon avis, quelque chose comme ça. Moi je suis à Taïwan donc je vois pas les vrais résultats, mais depuis la France tu pourras voir, tu te mets en navigation privée, tu mets Moi, je truc. te vois en page 2, en tout cas Sur chez moi. Schoolmaker ou sur Schoolmaker Ouais. Avis? Schoolmaker Juste tout court. Schoolmaker? Ouais. Ah bah du coup on a pas mal baissé, tu vois. Tu dois être Et Schoolmaker Avis, 15e. fais voir. Attends, il y a voir. 1, 2, 3, 4, 5e. Cinquième, ouais. Et bah en tout cas ça a baissé depuis le temps. Nous on met même plus, on n'a même pas mis à jour l'article depuis la première fois que je l'ai écrit, j'ai jamais mis à jour en fait. Fais une Depuis petite mise à jour, 2021, ça va remonter. ça va remonter un peu. Mais c'était très cool. Et surtout parce qu'ils avaient rien. Et ben depuis du coup ils ont Oui, je pense ouais. optimisé leur SEO. Comment dire, ils ont même fait un article sur nous, tu vois. Ils sont allés faire la même chose. C'est Et une en bonne plus un guerre. article où ils font des trucs un peu faux, tu vois. Ils disent des trucs qui sont pas vrais. Mais moi je m'en fiche un peu, c'est le jeu. Je sais que c'est le jeu. J'ai pas que ça à faire d'aller voir tous mes concurrents qui System.io ils ont fait un article sur moi pareil où enfin il y a des trucs complètement faux. Enfin des trucs qui datent de la V1 de il y a longtemps, tu vois, qui sont Ouais, plus voilà. vrais. Mais je m'en fiche un peu parce que c'est pas je trouve qu'il faut pas se focus justement sur des petits trucs qui sont très chronophages et qui prennent la tête. Je préfère me focus sur mes trucs à moi et améliorer. Et c'est vrai que tout ça pour dire que pour un SaaS, c'est vrai que le SEO c'est une super stratégie. Toi t'as déjà de super compétences là-dedans, t'as déjà une communauté, t'as déjà même un domaine authority avec WP Marbit. Donc il y a tout un truc qui fait que clairement aller dans cette direction vente de plugins, vente de SaaS, je pense que c'est un choix logique et intéressant, tu vois, plutôt que de faire de la formation. Je pense même que tu vois aller dans de l'annuaire, ça pourrait être hyper intéressant pour toi. Tu vois, aujourd'hui il y a beaucoup de, je sais pas si tu suis un peu les hackers qui font ça, mais qui vendent des directories, tu vois. Ouais, ils vendent des Il y boilerplates a de directory. bah soit les boilerplates, soit même directement des directories qui listent des choses. Moi, Mm. j'ai connu un mec qui, pendant l'avènement de l'IA, a cartonné avec un directory simple qui s'appelait, je crois, AI Tools, un truc comme ça, tu vois. Mm. Il a fait un truc où juste quand l'IA commençait à cartonner avec ChatGPT et qu'il voyait que des IA qui popaient de partout, il a fait un directory très simple. Lui, au début, c'était que pour le fun, je pense. Il listait les outils IA, tu vois. Il les catégorisait, machin. Il y a eu une tonne de trafic. Il commençait à être le premier sur plein de trucs. Et il a mis après de l'affiliation sur les outils et il s'est transformé en une sorte de mini product hunt où en fait les outils IA qui voulaient de l'exposition, ils venaient chez lui et ils étaient prêts à payer pour être en premier dans le directory. Mm. Et en fait, c'est vrai que même ça, tu vois, je pense, c'est un genre de business, dans le genre de pivot que tu fais, c'est un genre de business où t'as pas besoin de faire des promesses marketing affolantes et qui est peut-être un peu plus en adéquation Bah, avec c'est dans les les skills tuyaux, que t'as et figure-toi. l'audience, tu vois. C'est dans Ah, les tuyaux, figure-toi. Il y a, parce que si tu veux, on a commencé à créer des pages comparatifs sur le site où tu as la liste de tous les plugins SEO, plugins sécurité, etc. Mais si tu veux, chaque plugin va avoir sa propre fiche. Et du coup, là, comme il y a pas mal de trucs, pour l'instant, on va les créer en IA. Et là, on a le process, si tu veux, de génération de contenu. Mais du coup, il faut que je mette ça dans Make, que je bidouille tout ça. Bon, là, j'ai pas encore eu le temps de me poser dessus. Mais l'idée, ça va être de faire l'intro, faire etc., mettre des choses, récupérer des chiffres, les intégrer dans le truc et avoir une belle structure. Et que ça, en gros, et du coup, par la même occasion, qu'on arrive à se positionner sur chaque nom de marque de plugin, tu vois. Et donc ça, du coup, ça sera un apport. Après, faut pas trop que ça se cannibalise parce qu'on a aussi des tutos sur différents trucs, tu vois. Donc, on va les intégrer, on va essayer de faire un bon maillage interne là-dedans. Mais donc ça, c'est dans les tuyaux. Il y a ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, ça va être qu'on prévoit une sorte de. Ouais, c'est pas vraiment un annuaire, mais si tu veux, on va essayer de créer plein de pages sur création site Toulouse, création site Rennes, création site machin, tu vois. Et du coup, de lister. On a déjà une liste enfin, on a scrappé Google Maps pour avoir tous les noms des, tous les agences et freelance. Et du coup, bah pareil,
faut que je fasse tout un process pour afficher ces données-là, et avoir un truc intéressant qui remonte, qui soit pertinent pour les gens qui recherchent, mais un petit peu pour faire à la shortlist, si tu veux, tu vois, mais arriver à aller à mettre un cran au-dessus pour que ça soit plus intéressant, tu vois. Et donc voilà, ça aussi c'est dans les tuyaux. Donc notre cible, ça va être des agences et les freelances pour vendre VP Marmite Pay et même Start, les modèles pour ceux qui veulent gagner du temps. Donc au final, voilà, ça va être un débouché. Et donc et pareil, on pourra jouer aussi sur l'aspect. Ok, tu veux être en haut de la liste, voilà, faut payer pour. Donc ça fera comment dire, une source de revenus supplémentaires, quoi. Donc on a plein de chantiers en cours, quoi. C'est ça qui est pas évident de gérer ça à deux et puis même avec des freelances à côté, mais voilà, on avance tous les jours, on avance un peu. Ah, c'est de beaux projets, Clairement, c'est de très beaux projets. C'est pour ça que je te dis, je suis dans le creux de la vague, mais là, quand ça va repartir, je sens que ça va bien cartonner, quoi. Mais il faut comment dire, il faut souffrir un petit peu, faire le dos rond le temps que le travail se fasse, et puis après, ça va le faire, quoi. Ouais, super. Écoute, j'étais très content d'être avec toi. On arrive un peu sur la fin du podcast. Ouais. Ça fait 1 heure et demie qu'on est ensemble. Et j'avais une question un peu de fin avant qu'on se quitte, qui était qu'est-ce que est-ce que tu te serais vu faire autre chose, bon, à part pilote d'avion, est-ce que tu te serais vu faire autre chose si tu n'avais pas fait ça? Tu veux dire maintenant? Oui, maintenant que tu as fait tout ça, ouais. Maintenant que tu as fait un peu tout ça, on va dire, si tu n'avais pas fait ça, mais en prenant en compte que tu as eu toute cette expérience, est-ce que y a quelque chose où tu te suis dit, ah, j'aurais bien aimé aller vers cette voie-là, tu vois, au final? Franchement, je vois pas trop, je vois pas trop. Franchement, je suis hyper content même si voilà, j'ai pas non plus eu un succès démesuré non plus, tu vois. L'idée, ça serait quand même d'arriver à avoir un CA suffisant, tu sais, pour avoir plusieurs salariés et pouvoir en fait envoyer plus, parce que toi, t'es limité par tes ressources. Et donc, alors, j'ai pas forcément envie de lever de l'argent, etc. Parce que pareil, il y a l'aspect liberté qui compte beaucoup pour moi, mais arriver à avoir un projet qui décolle assez pour envoyer un peu plus, avoir plus de monde et pouvoir y aller plus fort, et puis qui fait un petit peu plus aussi, quoi. Donc ouais, est-ce que j'aurais aimé faire autre chose? Franchement, je vois pas trop. Après, c'est vrai qu'au quotidien, des fois, ça peut être un peu pesant, parce que quand t'es entrepreneur, t'as les idées tous les jours dans ta tête. Conjuguer ça avec comment dire, une famille, c'est pas forcément évident. Tu vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont encore, enfin, tu vois, soit célibataires, ou soit, ça peut poser des problèmes, tu vois, au niveau relationnel. Quand t'es avec ta boîte, que tu penses 24/24, c'est pas évident. Donc ouais, il faut conjuguer tout ça, mais non, franchement, je vois pas trop ce que j'aurais pu faire d'autre, hein. Donc ravi Et quand même du là, parcours, malgré les embûches et les péripéties. malgré les embûches. Ouais, de toute façon, je pense que c'est un peu les aléas de l'entrepreneur, hein. Ouais. Il y a des hauts et des bas, tu vois, que ce soit moi ou Mathieu, pareil, on a tous les deux eu des hauts et des bas. T'as des succès, t'as des moins gros succès, t'as des choses qui flopent complètement. Mais c'est vrai que c'est un peu le Moi, je pense côté que aussi d'aventure qui fait que j'aime bien. je pense que tu peux pas te définir en tant que entrepreneur tant que t'as pas connu un vrai creux. Ce que j'entends par un vrai creux, c'est quelque chose qui est en mesure de te faire arrêter et retourner au salariat, Mm. enfin, ou aller au salariat dans ton cas. Mais voilà, tant que t'as pas connu ça, je pense pas que tu puisses te définir comme un vrai entrepreneur. Ouais. En Oui, je vois ce vérité, que tu veux dire, ouais. 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 Non, mais c'est sûr que tu connais un peu l'adversité, quoi. Tu veux dire, c'est Ouais, parce important qu'en fait, ouais. c'est aussi les échecs qui te comment dire. Ça te façonne. L'entrepreneuriat, ouais, voilà, en tant qu'entrepreneur, tu ne peux pas te définir que par tes succès. Tu te définis aussi par tes échecs. Et Mm. si t'as que l'un, ça veut dire que tu ne sais pas en réalité ce que tu veux en tant qu'entrepreneur, parce que peut-être que quand tu vas connaître ta première vraie crise, elle va être tellement forte qu'elle va te arrêter ta carrière d'entrepreneur. Et donc en fait, finalement, t'étais pas un entrepreneur. Je sais Ouais, pas je vois ce que tu veux dire. si C'est ça que ça a du un peu sens ce comme que je veux dire. quand t'es bon à l'école, tu sais, tu survoles le truc, t'as tout bon sans trop bosser, et le jour où il faut se mettre à bosser, tu te prends un petit coup de, tu te dis, Voilà, ah c'est ça. putain, en fait, c'est dur, et puis du coup, c'est peut-être là que t'abandonnes un peu tes études ou je sais pas quoi, mais ouais, c'est pas évident, ouais. Donc, ouais, non, mais les échecs, c'est formateur de toute façon. Tu sais, quand tu réussis un truc, il peut y avoir 1000 choses qui ont fait que tu as réussi, mais tu sais pas vraiment ce que c'est. Tandis que quand tu as un Exactement. échec, là, tu sais ce que tu as fait comme connerie, et donc tu ajustes. Mais il y a peut-être d'autres paramètres que tu maîtrises pas, quoi.
Ouais, c'est clair. Et en plus, Et quand tu te sors d'un échec, finalement, c'est une réussite. Tu vois ce que je veux dire? Le fait de Ah bah t'en être t'apprends, ouais. sorti, d'avoir remonté la vague, ça devient une réussite. Et tu sais Clairement. exactement ce que t'as fait. Enfin, tu sais exactement pourquoi tu t'en es sorti. ouais, clairement. Et là, pour rebondir aussi un peu sur ce que tu as dit tout à l'heure, tu disais que bon, tu ne te serais pas vu faire autre chose et tout, et justement, tu avais des enfants. Euh, Est-ce que toi, t'es en France du coup, mais est-ce que Ouais. t'as jamais pensé justement à cette vie un peu digital nomade, vu que tu parlais du fait que tu voyais bah, ce genre de message vers 2011, etc. Tu t'es un peu lancé là-dedans ou pas, ou jamais? Est-ce que tu penses que ça peut faire partie des projets futurs, ou tu te vois pour le coup non rester en France J'ai un peu voyagé au début, mais en fait, 2011, ça a coïncidé au moment où je me suis mis avec ma chérie actuelle, tu vois, donc elle a le même âge que mon business. Euh, enfin, notre relation a le même âge, Bah, hein, pas elle. bah écoute, ce sera Ce sera le clippé. mot de la fin. Sur ce mot de la fin, ce sera Notre clippé et envoyé relation, à la je police. reprends, notre relation a le même âge que mon business. Mais non, mais et du coup, c'est vrai que non, après c'est vrai que elle, bah, elle avait son activité et tout ça, et donc on n'est pas forcément. Après voilà, on est parti en vacances comme tout le monde, mais on n'a pas. Voilà, je sais pas. Après, elle, c'est pas trop son délire, pareil, digital nomade. Puis elle a pas un truc sur lequel, pareil, elle pourrait. Enfin, elle bosse dans l'immobilier, donc elle a besoin d'être sur place. Et, euh, et après, c'est vrai qu'avec des enfants, bah, tout est jouable. Mais en vrai, j'aimerais bien partir. Tu sais, ne serait-ce que pour les enfants qui découvrent une autre langue, tu vois, qui voient comment ça fonctionne ailleurs. Puis aussi parce que c'est le bordel en France. Mais ça, c'est notre histoire. Mais voilà. Après, s'expatrier, c'est aussi un truc. C'est pas évident non plus, tu vois. C'est vrai que quand t'es peut-être plus jeune, parce que là, moi, j'ai 36 ans. Quand t'es peut-être plus jeune, que tu t'as pas d'attache, tu peux te barrer, tu fais des trucs, ouais, c'est cool. Mais ouais, je sais pas. C'est tout un truc. Hein. Je sais pas vous comment. Enfin, toi t'es à Taïwan, Ariel, mais Matt, toi t'es où? Ouais. T'es en France? Je suis en France aussi. J'ai Ouais. beaucoup, c'est une très vaste question. Penser à l'expatriation aussi, mais parce que essentiellement, comme j'ai un peu la même analyse que toi, la France, c'est un peu, voilà quoi, c'est un peu décevant. Mais moi, ce qui m'empêche un peu, c'est le rattachement à ma famille. J'ai du Ouais, il y a mal ça à aussi, ouais. quitter un peu. Voilà. Moi, je suis Mm. célibataire, j'ai pas d'enfant, donc à la limite, je pourrais partir, voilà, comme ça. Mais le fait de m'éloigner de mes proches, c'est un peu difficile. J'ai déménagé, je suis allé vivre en Vendée quelque temps, et je suis revenu en fait, retourner près des miens en Île-de-France, parce que justement, cet éloignement était un peu difficile à, à vivre. Donc il y a cette partie-là aussi qui est compliquée, en plus de devoir dire au revoir à son pays, qui est quand même finalement un déchirement. Hein. C'est pas Bah évident c'est de dire. ça. C'est que et puis en plus, tu vois, quand tu pars à l'étranger, bah tu vois, t'entends plus parler français dans la rue. Enfin, tu vois, tout ton environnement, ça parle une autre langue. Donc bon après, ouais, on parle tous anglais, on peut tous comprendre, mais partir en vacances, c'est cool. Tu supportes ça, voilà, 15 jours, 3 semaines, peu importe. Mais quand c'est au quotidien, bah c'est pas. Même si ça peut être une super expérience, le pays peut être super, mais c'est pas chez toi, quoi, en fait, c'est tout. Donc et puis après, quand tu es expatrié, comment tu t'intègres aussi dans ce nouvel environnement-là? Est-ce que tu es en mode bon, je suis prêt à me barrer d'un moment à l'autre, ou est-ce que je m'intègre vraiment dans le truc, ou est-ce que je suis un peu en mode je vis comme un Français à l'étranger? Il y a plein de trucs qui font que des fois c'est pas forcément évident, je pense, à gérer. Donc ouais, c'est une question complexe l'expatriation, quoi. C'est pas juste une question de payer moins d'impôts. Il y a des trucs un peu plus profonds que ça, quoi. Ouais, C'est exactement. clair que c'est plus profond. Tu vois, moi, par exemple, tous mes impôts, ils sont payés en France. Je paye pas d'impôts à l'étranger. Donc, toutes mes Ouais. boîtes, elles Mais sont en toi, c'est pas France, pour donc c'est cette nickel. raison-là que tu pars. Oui, Toi, parce que, c'est pour des non, c'est ce que raisons j'allais plus dire. de style C'est de ce que vie, j'allais dire, quoi. c'est qu'en fait, c'est que l'expatriation, pour moi, ça peut être fiscal, comme ça peut être juste parce que tu veux habiter ailleurs, ou, comme t'as dit, pour que les enfants voient autre chose. Ça peut être, franchement, ça peut être pour plein de raisons. Moi, c'est vrai que ça m'a jamais trop fait peur, mais après, moi, il y a peut-être un truc de base qui fait que c'est plus facile pour moi, c'est que moi, j'ai déjà vécu à l'étranger étant petit, avec mes parents, donc c'était peut-être plus facile de faire ce Ouais. choix. Mais après, il y a aussi un autre truc que je pense que, vivre à l'étranger, c'est aussi, tu vois, là, sans parler de digital nomade, juste l'expatriation, c'est aussi après trouver là où tu te sens chez toi, quoi, tu vois. Il s'avère qu'en fait, au bout d'un moment, moi, en France, c'est même pas que je me sentais plus chez moi, parce que c'est toujours cool quand je reviens en France, mais
c'est moins, je me sentais moins à l'aise qu'avant. Et je voulais voir autre chose. Et là, à Taïwan, pour l'instant, c'est cool. Je sais que je vais pas rester à Taïwan toute ma vie. Je le sais déjà. Je l'ai su dès la première année où j'étais venu. Mais c'est quand même assez cool. Je vais rester encore un peu longtemps. Et je verrai ce que l'avenir me réserve. Mais c'est pas le plus dur dans l'expatriation. C'est de trouver le point d'attachement qui te bloque. Et si c'est un point d'attachement qui est vraiment important, bah en fait, faut pas partir, tout simplement. Mais si Mm. c'est juste une peur, bah faut trouver le moyen de braver sa peur, tu vois. Moi, Oui, pendant très longtemps, je voulais partir et j'attendais trop. Et j'ai attendu très longtemps avant de partir. Je suis parti que l'année dernière. J'ai toujours beaucoup voyagé dans ma vie, mais partir vraiment complètement, je l'ai fait que l'année dernière. Je suis parti en mars 2023. Et, euh, et c'était dur. Et je me sentais trop vieux déjà. Tu vois, en mars 2023, j'avais 31 ans. Et à 31 ans, j'avais déjà l'impression d'être trop vieux pour être parti parce qu'en fait, t'as trop d'habitudes. Tu vois, j'avais mes habitudes, mon petit quartier, sachant que j'habitais moi en Île-de-France dans une ville où j'habitais depuis mes études. Donc j'habitais depuis 2012 là-bas. Je suis parti en 2023, ça faisait 11 ans que j'habitais là-bas. C'est dur de partir quand ça fait 11 ans que t'habites dans une même ville, dans un même quartier, t'as des amis, tu vois, moi j'ai des amis qui ont des restaurants, des bars à côté, etc. C'est vrai que c'était ça le plus dur en fait. Et une fois que j'ai dépassé cette difficulté-là, après ça allait, tu vois. Entendre une autre langue toute la journée, il y a des jours où c'est un peu difficile, mais ça va. Et puis si je voulais entendre parler français, tu vois, je serais allé en Belgique ou en Suisse ou au mm, Canada. C'est juste que je sais que par exemple, si je prends ce critère-là, c'est un critère qui n'était pas très important pour moi. Mais si c'en était un, bah, j'aurais choisi justement un pays d'expatriés où je sais que je peux entendre parler français, comme la Belgique, la Suisse, le Canada, un pays d'Afrique du Nord ou un pays d'Afrique de l'Ouest, par exemple, tu vois. Et ouais. là, je sais que j'aurais entendu ou la Guyane ou l'île Maurice, enfin des choses qui sont quand même de l'expatriation, parce que la Réunion, même si c'est français, ça reste quand même très loin de la métropole. C'est un Donc dépaysement, ouais. c'est vraiment un dépaysement. Donc tu vois, je serais allé peut-être à la Réunion ou des endroits où je sais que ça parle français. Moi, j'ai choisi justement ce qui était le plus important pour moi, qui était euh, des choses ouvertes tard le soir. Et en Asie, il y a quasiment qu'en Asie où t'as ça tout le temps, quoi. Ouais. Tu vois, moi, je suis encore réveillé jusqu'à 6 heures du mat, 7 heures du mat, parfois. Aujourd'hui, je me suis couché à 8 heures du matin aujourd'hui, donc, tu vois, c'est très tard. Et, euh, et à 5 heures du mat, je peux aller au supermarché, je peux aller à Taïwan, il y a Carrefour, donc je peux aller dans mon petit Carrefour français, acheter mes petits Kleenex parce que j'ai des allergies. Et puis voilà. Donc, euh, Et donc ouais, ça a c'est été tout un top. truc. Ça a été pour te refaire un cercle d'amis sur place ou t'as peut-être d'autres entrepreneurs qui sont là-bas ou Alors, à Taïwan, c'était moins ma priorité, mais j'ai toujours des techniques pour faire des cercles d'amis quand je voyage, mais c'était Ok. moins ma priorité quand je suis venu ici. Euh, mais par contre, je me suis refait un cercle d'amis très facilement. Bah, déjà, celui qui m'a parlé de Taïwan, c'est un ami à moi qui habite là, qui lui avait déjà son cercle, donc j'ai un peu rejoint le cercle, tu vois, facilement, c'est un Mhm. Français, assez facilement. Puis après, bah, grâce à Twitter, j'ai rencontré deux, trois Français qui étaient de passage, qui étaient soit à Taïwan, soit en Corée, etc. Il y a eu plein de trucs comme ça. Et en fait, comme je dis, c'est pas ma priorité, mais par exemple, il y a plein de meet-up de gens de la tech. Moi, j'ai un visa qui s'appelle le visa Gold Card. Et en fait, toutes les personnes qui ont ce visa-là, il y a une réunion organisée par le pays, par le gouvernement, Ok. tous les mois, où il y a un événement des gens qui ont ce visa. Et c'est trop bien parce que la plupart d'entre eux, c'est beaucoup d'entrepreneurs quand même. Et J'avoue, donc, c'est top. je suis jamais allé à la réunion parce que, comme je dis, c'est pas ma prio. Mais si je voulais me faire un cercle, tu vois, c'est des moyens assez simples comme ça de le faire. Moi, je vais souvent à Ok. des meet-up en fait. Les meet-up, c'est le moyen le plus simple à l'étranger pour se faire un bon cercle d'amis. Et la première fois que je partais à l'étranger seul en tant qu'adulte, c'était en Angleterre en 2014 et c'est comme ça que je me suis fait mon cercle, tu vois. Je suis allé à des meet-up à Londres, je fais plein de meet-up de start-upers, de devs et tout et tu te fais vite en fait un cercle d'amis comme ça parce que tu connectes aux gens grâce à une même passion ou une même situation Ouais. et hop ça monte assez vite quoi. Donc Ouais, c'est génial. assez simple de s'en faire un ouais, de cercle. Il faut y mettre les efforts, tu vois. Et il faut que ce soit ta priorité aussi. Moi pour l'instant ça n'était pas et j'ai mon petit cercle qui marche bien voilà. Donc ça En passe tout cas, bien. ce qui est top, si tu veux avancer sur un projet, tu t'expatries pendant 6 mois, un an, et là tu charbonnes dur. En gros, t'es dans ta grotte à Exactement. l'étranger et comme ça, tu t'as pas de distraction et tu peux avancer sur ton truc, quoi. Donc ça peut être un bon Ah, bon moyen de se mettre la pression, hein. c'est exactement ça. Et tu vois, toi qui as des enfants, l'endroit où j'ai vu le plus expatriés qui avaient l'air, bon, c'est pas qu'ils ont l'air pas épanouis dans les autres pays, mais un endroit où j'ai vraiment vu des expatriés hyper épanouis avec des enfants, je veux dire, c'était Bali. C'était assez marrant parce Ok. que à Bali, j'ai rencontré deux trois entrepreneurs où en fait, bah, ils sont là, ils sont focus, mais ils viennent avec leur compagne
et leurs enfants. Et en fait, les enfants, ils vivent une vie, mais qui est tellement différente de où ils viennent d'habitude, donc d'Australie, des États-Unis ou autre, parce qu'ils, bah, c'est la nature, quoi. Tu vois, ils vivent dans la nature, ils sont là, ils se baladent torse nu, en tongs toute la journée. Enfin, ils peuvent faire les enfants, en fait. Ils peuvent avoir une joie de vivre où ils ont limite même pas besoin d'un jardin vu que la ville est un grand jardin pour eux déjà et Ok. en toute sécurité entre guillemets. Et c'est vrai que dans ce genre d'endroit, je voyais des gens hyper épanouis parce que ils ont ce côté, je peux être très focus parce que j'ai justement il y a moins de distractions, il y a moins de bruit et en même temps, je peux être aussi très focus sur mes enfants parce que justement il y a un vivier qui est plus intéressant pour ça. Et après, il y a tout. Bon, par contre, il faut clairement avoir du budget parce que après, pour mettre les enfants à l'école, faut les mettre dans les écoles privées, etc. Mais il y a tout un truc Mhm. où c'est une vie qui peut être très intéressante, tu vois, en fait. Ouais. Mais c'est tout un truc l'expatriation, c'est clair. Mais ouais, mais pourquoi pas? Franchement, ça, ne serait-ce que un an, tu vois, comme ça. En plus, mon fils, il a un an d'avance, donc c'est cool, tu vois. Ça, tu peux te dire, ok, on peut se Ouais. permettre de partir un an et on est tranquille, quoi. Donc, à réfléchir. Je sais pas, peut-être pas pour l'instant, mais peut-être dans quelques années, je sais pas. On verra. D'accord. Et bah écoute, c'était un plaisir, Alex. Bah, plaisir Mathieu, à la partagé, c'était prochaine. super cool. Merci beaucoup. Merci à toi, Alex. Bah, merci pour l'invitation et puis voilà, j'espère que ça a intéressé ceux qui nous ont écoutés. Puis bon, si j'ai envie de me contacter, voilà, ils peuvent me trouver sur le réseau. Je pense que tu mettras toutes les infos nécessaires en Exactement. Je description, mettrai tous les etc. liens en description. Donc, si vous êtes intéressé par WordPress ou par autre chose, si vous voulez suivre justement les aventures d'Alex, tout sera dans la description. Et on se retrouve pour un prochain podcast. Ciao. Merci à Allez, tous. ciao. Ciao.